Eh bien, allez hop, c'est parti. Bonjour, il y a déjà des gens qui ont trouvé le chat. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. J'attends 2 secondes, le temps que tout le monde… voilà. Merci à tous d'être présents dans ce webinaire où nous allons parler de l'auto-entrepreneur et de la protection sociale et de ce qu'il faut savoir sur ce régime. Donc pendant 1 heure de présentation, même plus longtemps, du coup, puisqu'on va l'étendre pour avoir un grand moment d'échange avec vous tous, pouvoir répondre à toutes vos questions. L'objectif étant que vous repartiez de cette heure, de ce temps d'échange ensemble en ayant un maximum de réponses et puis aussi que vous puissiez poser vos questions. Alors, la diapo d'après, je ne sais pas, je ne la vois pas arriver. Voilà. Hop, non. Alors, justement, en parlant de questions, donc pour ceux qui ont l'habitude de l'outil Zoom, pas de problème, vous savez vous en servir. Sinon, pour ceux qui sont des nouveaux arrivants sur Zoom, il y a un petit outil en bas de l'écran qui s'appelle Converser avec une petite bulle. Donc, c'est ce qui va nous servir d'échange écrit pendant la présentation, mais vous avez aussi le loisir de pouvoir rebrancher votre micro et votre vidéo si vous en avez envie pour pouvoir poser vos questions au fil de la présentation sur le sujet qui est évoqué, au fil des sujets. Et puis, à la fin, évidemment, notez si vous avez aussi d'autres questions pour pouvoir les poser à la fin et échanger avec tout le monde. Alors, on a des beaux bonjours. Bonjour depuis Noisy. Voilà, j'imagine que vous êtes partout à travers la France. On voyage un peu, même si on est tous chez soi ou tous à un bureau. En tout cas, bienvenue à tous et on va essayer d'être efficace avec vous aujourd'hui. Alors, l'Union des auto-entrepreneurs, c'est une association qui existe depuis le tout début du régime de l'auto-entrepreneur. Moi, je suis Monique Santeil, la déléguée générale de cette association. Donc, j'accompagne les porteurs de projets, les auto-entrepreneurs en installation et en progression et en croissance depuis 12 ans maintenant. Donc, ce régime a été créé en 2009 et l'association existe depuis 2009 et elle a été créée par François Hurel, qui en est le président et qui n'est autre que l'initiateur de ce régime puisque c'est lui qui a créé le rapport qui a été remis au gouvernement à l'époque pour améliorer la création d'entreprises en France et la simplifier et la faciliter. Alors, à l'UAE, on a cette belle spirale que vous voyez très colorée à l'écran et qui va vous permettre d'avoir quelques points de repère et points d'étape en réalité. Parce qu'il y a des étapes à respecter, il y a un parcours un petit peu à connaître. Alors moi, cette spirale, il y a beaucoup de gens qui me disent, quand on faisait les salons physiques, et vous pourrez aussi avoir le loisir de l'imprimer et de la conserver, mais mettez-la sur votre frigo, collez-la quelque part au-dessus de votre ordi, un endroit où vous allez pouvoir vous y référer. Donc aujourd'hui, dans ce webinaire, on va à la fois vous informer, donc on est dans la partie bleue violine, vous voyez, vous informer, vous aider à comprendre toutes les spécificités de ce régime et on va parler aussi de protection, c'est-à-dire comment se protéger, notamment de protection sociale. Voilà, tout ça, c'est les 3 premières étapes en fait qu'on va franchir ensemble aujourd'hui, jusqu'à parler de quelques petites aussi subtilités en matière d'organisation, de déclaration, etc. Alors, pour évoquer tout ça, eh bien, on a une invitée qui n'est autre que Agnès Nardon, que je vais avoir le loisir, à qui je vais laisser la parole. Mais avant ça, bon, l'UAE et l'URSSAF sont partenaires. On avance ensemble pour vous informer, pour vous accompagner, pour être là. Alors nous, à titre d'information assez générale sur le régime et sur les choses à mettre en place pour entreprendre, et puis l'URSSAF pour tout ce qui est de l'ordre de la protection sociale, de la gestion aussi de son auto-entreprise. Enfin, Agnès va vous expliquer tout ça sur les conditions, le principe du régime et qu'en est-il de cette protection sociale. Donc Agnès Nardon avec nous. Agnès, je te laisse la parole. Merci Monique. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous l'a expliqué Monique, je vais vous faire une présentation générale de ce dispositif qu'est l'auto-entrepreneur.
Vous pourrez poser des questions soit au fur et à mesure, soit à la fin. N'hésitez pas à nous interrompre s'il y a des choses qui vous semblent pas claires ou pour lesquelles vous avez besoin d'informations complémentaires. Et avant de commencer, simplement, je vais vous rappeler 3 missions de l'URSSAF qui sont importantes et que vous devez absolument connaître. Les autres, vous les découvrirez par vous-même au fur et à mesure de l'avancement de votre projet et puis de la vie de votre entreprise. Il faut savoir que le réseau des URSSAF, en fait, recouvre les cotisations et contributions sociales des salariés du régime général, mais également de l'ensemble des travailleurs indépendants. Et ce, de plus en plus, puisque nous recouvrons déjà aujourd'hui pour 900 partenaires différents et que nous allons augmenter ce nombre de partenaires dans les années qui arrivent, avec notamment la formation professionnelle ou encore la retraite complémentaire Agicarco et bien d'autres encore. Ce recouvrement de cotisations, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on va recouvrer pour pouvoir reverser ces cotisations vers les organismes qui vont vous verser des prestations, puisque le but, c'est que quand vous allez devenir auto-entrepreneur, vous allez devenir travailleur non salarié, indépendant, et qu'à ce titre-là, c'est vous qui allez vous constituer votre propre protection sociale. Et donc, ces cotisations que vous allez payer, eh ben, c'est grâce à elles, en fait, que vous pourrez avoir des prestations, des remboursements maladie, des prestations pour la retraite, pour les allocations familiales, etc., etc. Et la formation professionnelle également. On y reviendra en détail un peu plus loin. Ça, c'est une grande mission et on est là, du coup, pour garantir vraiment le modèle social français, ce financement du modèle social français qui a été et qui est encore à rude épreuve cette année avec la crise que nous connaissons. Deuxième mission, on est centre de formalité des entreprises. Donc, en fait, vous connaissez principalement la chambre de commerce pour les commerçants, la chambre de métier pour les artisans. Ben, nous sommes aussi centre de formalité des entreprises pour les professions libérales et également pour les artistes-auteurs et un certain nombre d'activités. Donc, voilà, on est aussi dans ce pool des centres de formalité des entreprises. Et puis, il y a une mission également que vous connaissez peut-être plus à travers les médias ou à travers des articles que vous avez pu rencontrer ou par des entreprises que vous connaissez, qui est une mission de contrôle. Cette mission de contrôle, elle est là pour garantir l'équité entre les différentes entreprises et garantir la loyauté entre les entreprises, puisque, bien évidemment, comme vous le comprenez tous, une entreprise qui va tout déclarer, ben, forcément n'aura pas les mêmes frais et n'aura pas les mêmes montants de devis qu'une entreprise qui ne va rien déclarer. Et il faut absolument qu'il y ait une équité entre ces entreprises. Donc ça, c'est la partie contrôle, mais il y a aussi dans cette partie de contrôle une grande partie de prévention. Prévention pour vous, en tant que chef d'entreprise, pour vous sensibiliser sur le fait que si vous ne vous déclarez pas, eh bien, vous n'êtes pas protégé et vous n'aurez pas de prestations en cas de besoin. Et aussi, si un jour vous développez votre entreprise, que vous passez sous un autre statut, le danger de ne pas non plus déclarer vos salariés, puisque malheureusement, s'il y avait un accident du travail, ben, c'est vous qui seriez responsable et qui devriez payer l'ensemble des frais, ce qui malheureusement pour des petites entreprises est en général la fin d'une entreprise, au-delà bien évidemment du secteur et du facteur humain qui peut être très dévastateur par rapport à ces accidents, parce que dans n'importe quel secteur d'activité, il peut y avoir des accidents du travail, même si certains en ont plus que d'autres. Voilà pour rapidement ces 3 missions. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, et notamment avec quels vont être vos interlocuteurs, justement, pour cette protection sociale obligatoire. Alors, il y a une réforme cette année qui fait que pour les travailleurs indépendants, qui sont artisans, commerçants, professions libérales non réglementées, la volonté a été une bascule de la protection sociale vers le régime général, de ces travailleurs indépendants vers le régime général. Et vous voyez d'ailleurs que ce sont peut-être déjà des organismes que vous connaissez, tout au moins pour 2 d'entre eux. En ce qui concerne l'URSSAF, pas de changement puisque nous recouvrions déjà les cotisations, donc ça ne change pas. Et le site qui sera vraiment votre site de référence, et là j'insiste bien et je sais que Monique insistera aussi de ce côté-là, c'est autoentrepreneur.ursaf.fr. Faites très attention à tous les autres sites qui s'appellent à peu près pareil, sauf qu'ils n'ont pas URSSAF, mais qui peuvent bien sûr vous donner de l'information,
quelquefois plus ou moins justes, mais qui peuvent aussi surtout vous demander des frais, des montants, des participations, des adhésions, enfin, bref, une participation financière aux conseils qu'ils vont pouvoir vous donner. Ensuite, au niveau de la santé, eh bien, vous allez rester à la caisse primaire d'assurance maladie dont vous dépendez aujourd'hui, qui était la vôtre peut-être quand vous étiez salarié ou qui est encore la vôtre aujourd'hui, ou même si vous avez des allocations auprès de Pôle emploi. Vous allez rester à cette caisse primaire d'assurance maladie et vous allez simplement avoir une mise à jour de votre carte vitale à faire. Et pour la plupart d'entre vous, je pense que vous avez déjà un compte sur amélie.fr, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite fortement à le créer. Et puis pour la retraite, ça c'est vraiment la nouveauté de l'année, puisque pour la maladie, on était déjà sur ce principe-là depuis 2-3 ans pour certains d'entre vous. Eh bien, ça va être là aussi la CARSAT dont vous dépendez, qui va être votre interlocuteur pour votre retraite de base et retraite complémentaire obligatoire en tant que travailleur indépendant. Là aussi, vous allez rester à la CARSAT dont vous dépendez. Et là aussi, le site de référence, c'est l'assurance-retraite.fr. Alors là, en général, on a moins souvent, surtout si on est jeune, un compte sur ce site-là. Je vous invite quand même à le créer parce que si vous avez déjà eu une carrière professionnelle avant, ça peut vous permettre déjà de faire un petit point, de savoir si tout ce que vous avez déjà fait auparavant en tant que salarié ou peut-être si vous avez déjà eu une entreprise, enfin tout ce que vous avez pu faire avant qui a pu vous constituer des droits, eh bien si ça remonte correctement. Et puis de toute façon, vous aurez aussi beaucoup d'informations sur ce site-là. Donc si vous ne l'avez pas, je vous conseille de le faire. Pour les professions libérales réglementées. Alors, quand on est auto-entrepreneur, ce qu'il faut savoir, c'est que les seules professions libérales réglementées qui peuvent être auto-entrepreneurs, ce sont celles qui vont relever pour leur assurance retraite d'une des caisses qui constitue la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et qui s'appelle la CIPAV. À la CIPAV, il reste environ 21 professions. Quelles sont en gros ces professions? Après, je vous laisserai les découvrir sur les guides qui seront en lien que l'on va vous donner ou sur le site internet, bien évidemment, auto-entrepreneur.ursaf.fr. Ces professions, ce sont principalement les architectes d'intérieur, les économistes de la construction, mais ce sont aussi les diététiciens, les psychologues, les ostéopathes ou encore les guides conférenciers ou les moniteurs de ski. Voilà, il y a 21 professions qui sont très diverses et du coup, qui sont considérées comme des professions libérales réglementées et surtout rattachées à la CIPAV. Et c'est ce qui vous permet éventuellement de commencer votre carrière, je dirais, en tant que travailleur non salarié par le régime de l'auto-entrepreneur. Alors, l'auto-entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du statut juridique, c'est une entreprise individuelle et que, de ce fait, ça se prépare exactement comme si vous créiez une entreprise classique ou une société ou n'importe quel autre statut juridique. C'est-à-dire, ça commence par faire une étude de marché, faire un prévisionnel, un business plan, étudier vos prix de vente, savoir qu'est-ce qui va vous démarquer des autres, comment vous allez vivre de cette activité. Donc, arriver à faire vraiment dans ce prévisionnel, pouvoir savoir tout intégrer pour savoir qu'est-ce qui va vous rester une fois que vous aurez facturé du chiffre d'affaires. Et surtout aussi, ne pas se précipiter et ne pas rester tout seul pour préparer cette entreprise. On a toujours besoin, quand on crée une entreprise, d'être entouré de personnes, que ce soit des chargés de mission, des chambres consulaires, que ce soit des acteurs de la création d'entreprise. En tout cas, ne restez pas tout seul. Cette entreprise individuelle, elle est sous un régime fiscal particulier qui est celui de la micro-entreprise et qui lui-même a quelques spécificités. Les 4 principales, on va dire, c'est qu'on raisonne en chiffre d'affaires. Et là, ces chiffres d'affaires, comme vous le voyez, ils sont en fonction de votre activité, de 176 200 € pour une année civile complète ou de 72, ça c'est quand on fait de la vente, ou de 72 600 € quand on fait de la prestation de services, que ce soit en bénéfices industriels ou commerciaux, les fameux BIC ou BIC, ou en bénéfices non commerciaux, les BNC et les professions libérales également non réglementées ou celles réglementées relevant de la CIPAV qui sont de toute façon en BNC. Ce chiffre d'affaires, c'est vraiment la seule entreprise où on va raisonner avec ce régime fiscal de la micro-entreprise en chiffre d'affaires. Et on considérera que c'est sur cette base-là que seront calculées toutes vos cotisations. Ce chiffre d'affaires, il doit être proratisé
en fonction du nombre de jours qui restent jusqu'à la fin de l'année si vous ne commencez pas en début d'année. Donc, il faudra faire attention. On avait mis un exemple là, vous voyez, si pour quelqu'un qui fait de la prestation de service et qui aurait commencé en octobre 2020, et ben, le chiffre d'affaires qu'il aurait pu faire pour cette année 2020 n'aurait pas été de 72 600, mais aurait été de 18 249 euros. Deuxième grande principe et spécificité, on est en franchise de TVA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'allez pas facturer la TVA à vos clients, mais vous n'allez pas non plus la récupérer sur les achats que vous allez pouvoir faire. Cette franchise de TVA, elle est jusqu'à certains seuils, puisqu'en fait, quand les montants de chiffre d'affaires ont été doublés pour que vous puissiez faire rester dans l'auto-entreprise un petit peu plus longtemps, les seuils TVA, eux, n'ont pas été doublés. Et du coup, ces franchises de TVA, elles sont au maximum de 94 300 euros si vous êtes dans la vente et de 36 500 euros quand vous êtes dans de la prestation de service ou en profession libérale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà, si vous devez dépasser ce montant de chiffre d'affaires, vous serez tout de suite soumis à la TVA. Il faudra donc demander un numéro de TVA intracommunautaire au service des impôts des entreprises. Vous connaissez, vous, à titre particulier, le service des impôts des particuliers, le SIP, là c'est le SIE pour les entreprises. Et il faudra facturer cette TVA dès le premier jour du mois où vous allez dépasser ces montants de chiffre d'affaires. Il faut savoir, on pourra y revenir s'il y en a qui ont vraiment envie de rentrer un peu dans ce détail tout à l'heure, qu'il y a des seuils de tolérance qui peuvent pendant 2 ans vous laisser quand même dans une franchise de TVA. Mais une fois qu'on va avoir dépassé ce seuil et qu'on va payer de la TVA, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on va facturer à nos clients, on va appeler ça de la TVA collectée. Tout ce que vous allez acheter, par contre, eh bien, vous allez pouvoir déduire cette TVA, donc ça va s'appeler de la TVA déductible. Et la soustraction, en fait, entre ces deux montants sera le montant de la TVA que vous allez reverser à l'administration fiscale. Alors, si vos clients ne sont que des entreprises, il n'y a pas de problème, hein, vous ne leur facturez pas la TVA ou ça ne leur fait rien, vous leur facturez la TVA, ils vont la récupérer. Donc, pour eux, c'est complètement neutre. En revanche, si tous vos clients, ou si la majorité de vos clients, ou si vous avez quand même un certain nombre de clients qui sont des clients particuliers, qui pour eux, là, ça va leur faire un choc parce qu'en fait, vous allez leur facturer 100 et le mois suivant, si vous avez dépassé ces montants, vous allez leur facturer 120. Et même si vous êtes les meilleurs, super géniaux et tout, peut-être qu'il y en a qui financièrement ne pourront pas absorber ces 20%. Et du coup, ils iront voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui fait des prix inférieurs. Donc, commercialement, c'est difficile de pouvoir vendre cette augmentation de TVA comme ça en plein milieu d'année. C'est pour ça que si vous pensez que dès la première année ou très très rapidement, vous allez dépasser ces seuils de TVA, il va falloir que si vos clients sont des clients particuliers et si ce sont des clients que vous souhaitez fidéliser, c'est-à-dire que si vous avez une activité où vous allez revoir ces mêmes clients tout le temps, si ce sont des clients que vous revoyez, je ne sais pas moi, une fois tous les 4 ans ou tous les 5 ans ou tous les 10 ans, parce que par exemple, je ne sais pas, vous faites de la peinture en bâtiment, ça sera moins gênant. Mais pour des clients vraiment réguliers, c'est un peu compliqué à accepter. Donc, moi, je pars du principe que si vous devez le dépasser dans la première année, eh ben, essayez d'intégrer déjà pratiquement dès le départ dans vos prix de vente ces montants de TVA. Ça sera finalement plus facile à faire passer parce que augmenter de 20% d'un seul coup en plein milieu d'année, c'est toujours un peu compliqué. Tout au moins une partie. Ensuite, troisième spécificité, on ne déduit aucune charge. Pas les déplacements, pas les frais de téléphone, pas les achats, rien. Et on n'amortit pas non plus de matériel. Voilà, ça, c'est les grandes spécificités. Une fois que vous avez préparé votre entreprise, que vous êtes sûr que voilà, vous allez vous lancer, que vous allez pouvoir déclarer, parce qu'il va falloir déclarer votre activité pour qu'elle ait une existence vraiment juridique, eh bien, il va falloir vous immatriculer auprès d'un de ces fameux centres de formalité des entreprises. Dans tous les cas, quelle que soit votre activité, si vous devez le faire en ligne, commencez par faire votre inscription sur www.autoentrepreneur.ursaf.fr parce que nous avons fait évoluer ce site afin de vous pré-créer déjà un compte sur le site avant d'être éventuellement redirigé vers le CFE Infogreffe si vous êtes commerçant en ligne
ou le CFE des métiers si vous êtes artisan. Et si vous êtes profession libérale, vous resterez à l'intérieur de ce site auto-entrepreneur.fr puisque nous sommes CFE et que c'est notre site. Sachant que vous pouvez aussi, bien évidemment, vous faire accompagner par les chambres consulaires si la déclaration en ligne vous paraît un peu complexe et que vous avez peur de ne pas y arriver. À ce moment-là, comme pour toutes les autres immatriculations, les frais d'immatriculation seront gratuits, puisque pour les auto-entrepreneurs, c'est gratuit. En revanche, les chambres consulaires, elles, vous demanderont des frais d'accompagnement qui peuvent être entre 70 et 90 euros cette année, 70 plutôt pour les chambres de commerce, 90 plutôt pour les chambres de métier, mais où effectivement votre dossier est constitué en une seule fois directement. Sachant que quand vous êtes commerçant ou artisan, vous devez obligatoirement vous inscrire au registre du commerce et des sociétés quand vous êtes commerçant et au répertoire des métiers quand vous êtes artisan. Cette inscription, vous ne pouvez la faire que quand vous avez reçu votre numéro SIRET. Et ça, c'est le but du CFE. Ce but de centre de formalité des entreprises, en fait, c'est que c'est ce centre qui va adresser l'ensemble des informations à tous les organismes qui doivent connaître votre création d'activité. Et du coup, ça sera aussi bien vers l'INSEE que vers les impôts, que vers la CNAM, que vers la CARSAT, etc. etc. C'est-à-dire que tout le monde sera au courant. Et du coup, la première chose en général que vous allez recevoir, c'est de l'INSEE, votre numéro SIRET. Ensuite, vous recevrez des documents de la part des impôts et ensuite, vous recevrez une notification d'immatriculation également de la part de l'URSSAF avec votre numéro de compte. Et dès que vous aurez reçu ce document-là, eh bien, le précompte dont je vous parlais tout à l'heure, inscrit sur autoentrepreneur.ursaf.fr, viendra matcher avec tous les services en ligne dont vous pourrez profiter sur le site pour pouvoir faire, après, on le verra, vos déclarations, échanger avec nous et obtenir un certain nombre de documents. Il ne faut pas oublier non plus que quand on va s'immatriculer, selon l'activité que l'on va exercer, eh bien, il y a, pour certaines d'entre elles, des qualifications professionnelles qui sont obligatoires. Ça peut être un diplôme ou ça peut être une expérience professionnelle de plus de 3 ans. Il faut absolument se renseigner. Dans tous les cas, elles vous seront demandées si c'est une activité où la qualification est obligatoire. Et puis, il ne faudra pas oublier l'assurance responsabilité civile professionnelle et pour tous les gens qui sont dans le bâtiment, la décennale. La responsabilité civile professionnelle, bien sûr, elle est obligatoire dans certains cas, pas forcément dans d'autres. Moi, je la conseille pour tout le monde parce que, quel que soit votre secteur d'activité, vous pouvez avoir un client qui n'est pas content, qui considère que c'est à cause de vous qu'il a perdu du chiffre d'affaires, que son image de marque est moins bonne que avant que vous le conseillez. Ce que je veux dire, c'est que même dans du conseil, vous pouvez avoir des clients qui vont essayer de vous faire un procès. Si vous êtes tout seul, déjà, au niveau des coûts, ça va être important si vous voulez vous lancer dans une procédure et vous serez vraiment tout seul. Alors qu'avec une assurance responsabilité civile professionnelle, eh bien, vous aurez une assistance juridique également. Donc, n'hésitez pas à faire plusieurs devis auprès des assurances que vous connaissez et puis cherchez-en d'autres. Et puis, en fonction des métiers, il y en a qui sont je dirais, plus performantes pour certains secteurs d'activité parce qu'elles ont l'habitude de les gérer depuis très longtemps. Donc, n'hésitez pas à faire plusieurs devis, mais essayez vraiment de prendre cette assurance responsabilité civile professionnelle. Une fois que vous avez créé, eh bien, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous allez constituer votre propre protection sociale personnelle et que pour les auto-entrepreneurs, en fait, sur le chiffre d'affaires que vous allez encaisser, on va appliquer un pourcentage forfaitaire qui va être en fait un forfait social, à l'intérieur duquel vous allez payer des cotisations ou des contributions pour tout ce qui est assurance maladie, maternité, invalidité décès, allocation familiale, retraite de base, retraite complémentaire, CSG, CRDS, même si ce n'est pas vraiment directement de la protection sociale, mais c'est les URSSAF qui les recouvrent aussi, donc voilà. Et également, il y aura en plus 0,10, 0,20 ou 0,30% au titre de la formation, de la contribution à la formation professionnelle. Alors, je vais revenir sur 2 petits points. Un, sur les indemnités journalières dont je n'ai pas parlé tout de suite dans le premier forfait. Pourquoi ? Parce que les indemnités journalières aujourd'hui sont uniquement
réservé aux travailleurs indépendants, artisans, commerçants et professions libérales non réglementées. Historiquement, et quel que soit le statut juridique, les professions libérales réglementées, et ici celles qui relèvent de la CIPAB, ne cotisent pas pour les indemnités journalières. Alors, courant 2021, ça changera, parce qu'effectivement, la crise de la Covid nous a appris ça à un certain nombre d'instances, et où ces instances ont reconnu que de ne pas avoir d'indemnité journalière, ça pouvait être un vrai sujet dans des cas comme ça. Et à partir de juillet 2021, il y aura une mise en place d'indemnités journalières également pour les professions libérales. Mais aujourd'hui, cela n'existe pas. Et en ce qui concerne la contribution à la formation professionnelle, ce mini pourcentage, je dirais, parce que vous voyez, il n'est vraiment pas très élevé, va vous permettre en fait d'avoir, alors sous certaines conditions, c'est-à-dire d'avoir au moins 4 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année, d'avoir une participation financière pour des formations auxquelles vous souhaiteriez participer et pour lesquelles peut-être vous ne pourriez pas assumer financièrement la totalité du montant de cette formation, parce que les formations, dans certains cas, surtout des formations techniques, peuvent avoir un certain coût. Ces formations, elles peuvent très bien être soit pour développer l'activité pour laquelle vous avez créé votre auto-entreprise, soit pour développer une nouvelle activité qui rentrerait aussi dans le champ de l'auto-entrepreneuriat. Alors, on aborde le petit sujet un petit peu complexe, même si à la base, c'est fait pour simplifier les choses, c'est l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour simplifier les choses, le législateur permet, à condition d'avoir un revenu fiscal de référence par part de quotient familial qui n'excède pas, vous voyez, 27 519 € en 2018. Alors, à partir de 2020, ça sera un petit peu plus, parce que c'est toujours 2 ans avant. Si vous avez un revenu fiscal de référence qui est au-delà de ce montant, vous n'avez pas droit à cette option. Si vous êtes en deçà, vous avez droit à cette option qui vous permet de payer les impôts sur le revenu en même temps que les cotisations sociales. Pour autant, ce n'est pas forcément intéressant. Et là, il faut que vous reteniez absolument ça. Il y aura 2 choses vraiment importantes à retenir. Celle-là, c'est la première déjà. Il faut que vous fassiez des simulations sur le site des impôts, sur le simulateur qui est le simulateur impôt sur le revenu, où vous pourrez, maintenant, ils l'ont simplifié, c'est beaucoup plus facile à faire. Avec les revenus de votre foyer fiscal, vous cochez une case comme quoi vous prenez cette option et vous mettez un chiffre d'affaires. Si vous ne savez pas, vous en mettez un peu bas, le prévisionnel que vous avez prévu ou un peu plus optimiste, et puis vous voyez ce que ça vous fait payer comme impôt. Si vous ne le prenez pas, vous cocherez une autre case qui seront soit des revenus professionnels en bénéfices industriels et commerciaux ou en non commerciaux. Et là aussi, vous ferez une simulation et vous choisirez ce qui sera le plus intéressant pour vous. Ce qu'il faut savoir, en gros, c'est que quand on prend l'option pour le versement libératoire, on va payer des taux qui sont faibles là aussi, qui sont de 1, 1,7 ou de 2, on y reviendra tout à l'heure, sur le chiffre d'affaires global que vous avez encaissé. Si vous ne le payez pas via cette option du versement libératoire, les impôts, vous allez déclarer le montant de ce chiffre d'affaires global aux impôts lors de votre déclaration rectificative de l'impôt sur le revenu. Il y aura un abattement qui sera fait. Si vous êtes dans la vente, les impôts feront un abattement de 71%. Si vous êtes dans une activité en bénéfices industriels ou commerciaux en prestation de services, de 50%. Et si vous êtes en bénéfices non commerciaux, donc prestation de services ou activité libérale, de 34%. Et ce montant abattu sera réintégré aux autres revenus de votre foyer fiscal pour délimiter la tranche d'imposition et payer l'impôt. Et entre ces deux, il y a quelque chose qui est plus intéressant pour vous que l'autre. Ce qu'il faut savoir globalement, c'est que si aujourd'hui vous ne payez pas d'impôt et si vous pensez faire un chiffre d'affaires relativement réduit, cette option en général n'est pas intéressante. Si vous payez beaucoup d'impôts, enfin plutôt beaucoup d'impôts, et si vous pensez faire un chiffre d'affaires élevé, alors là, cette option peut devenir intéressante, toujours à condition de pouvoir la prendre à cause du revenu fiscal de référence. Mais vraiment, faites bien ces simulations. Je l'ai fait avec quelqu'un il n'y a pas plus tard qu'en début de semaine qui m'a dit « Oh non, moi je l'ai pris, tout ça, je ne veux pas mélanger. » Je dis « Mais de toute façon, ça se mélange quand même. » Et je lui ai dit « Écoutez, refaites la simulation ce soir, puis vous m'envoyez un petit SMS pour me dire ce que ça fait. » Il m'a dit « Merci, parce que j'ai économisé 650 €. »
tant qu'à faire, c'est aussi bien chez vous. Donc, vraiment, ces simulations, elles sont vraiment importantes. Et puis, à partir de la deuxième année d'activité, vous allez payer également ce qu'on appelle la cotisation foncière des entreprises, alors, qui est en fait une partie de l'ex-taxe professionnelle, pour ceux qui connaissaient plutôt ce vocable, qui est un peu comme une taxe foncière, taxe d'habitation, un petit mélange, et qui, dans tous les cas, c'est en fait comme la taxe d'habitation. Hein. Si vous ne l'avez pas créée au 1er janvier, vous la payez qu'à la fin de la deuxième année. C'est-à-dire que là, pour ceux qui n'ont pas encore créé, qui vont créer qu'à partir de 2021, elle ne sera à payer que fin 2022. Si certains d'entre vous ont déjà créé, vous avez créé déjà en 2020, et bien ça sera pour fin 2021. Sachant qu'on ne peut pas vous donner un ordre de montant. Pourquoi? Parce qu'il y a deux inconnus. Si vous faites moins de 5 000 € de chiffre d'affaires, vous êtes exonéré. Si vous êtes inscrit au répertoire du métier et que vous êtes tout seul, vous êtes exonéré aussi. Il y a aussi d'autres secteurs d'activité qui sont exonérés. C'est pour ça qu'il faut absolument vérifier avec les impôts et toujours faire une demande au cas où, parce qu'il y a souvent des réformes sur cette cotisation foncière des entreprises. Mais pour les autres, ça va dépendre de l'endroit où vous habitez, parce que chaque commune ou intercommunalité ou métropole va définir un montant de la cotisation foncière forfaitaire. Et après, ça sera en fonction du chiffre d'affaires que vous ferez. Donc, vous pouvez déjà avoir quelques indications sur le site qui est indiqué là ou sur impôts.gouv.fr. Mais n'hésitez pas, là aussi, de vous rapprocher de votre service des impôts des entreprises pour avoir plus d'informations. En ce qui concerne l'ACRE, pas de questions jusqu'à présent? Alors, si j'ai des questions, Agnès, mais alors est-ce que tu veux qu'on les pose peut-être avant d'enchaîner sur l'ACRE? Si tu veux. Alors, j'ai une question qui concerne, donc c'est Stéphanie qui nous pose la question, est-ce que les niveaux d'indemnisation de la sécurité sociale sont du même niveau, base en pourcentage et plafond, que l'emploi salarié? Alors ça, je ne vais pas répondre tout de suite, simplement parce qu'il y a une grosse partie sur les prestations qui va arriver un petit peu plus tard. Ok, voilà, donc ça va arriver. Et est-ce que l'inscription à la MDA, Maison des artistes, est obligatoire si on est auto-entrepreneur? Alors non, justement, en fait, c'est carrément pas possible. C'est-à-dire que si vraiment vous êtes artiste et que vous dépendez de la Maison des artistes, vous ne pouvez pas être auto-entrepreneur. Donc, vous êtes bien inscrit à la Maison des artistes. Et d'ailleurs, ça fait partie d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, des transferts de recouvrement de cotisation, puisque à partir de cette année, les URSSAF prennent aussi ce recouvrement de cotisation. Mais si vous êtes artiste et que vous relevez de la Maison des artistes, vous serez inscrit à ce titre-là à la Maison des artistes. En revanche, si vous exercez une autre activité qui n'a rien à voir avec la Maison des artistes, là, pour cette activité-là, vous pouvez être auto-entrepreneur. Et j'ai encore une question de Philippe. Est-ce que je peux décaler ma date de début d'activité? Oui. Il faut que c'est une vraie raison et que ce soit, voilà, il faut qu'il y ait une vraie raison. Autrement, ça ne sert à rien, mais ça dépend la raison. Mais ce n'est pas interdit. Je peux vous répondre ou pas? Je ne vous entends pas bien, par contre. Excusez-moi. Je dis, je peux vous répondre ou pas? Oui, bien sûr. Vous m'entendez? Oui. En fait, non, c'est juste par rapport à l'ACRE, si vous voulez, parce qu'en fait, j'ai fait ma demande fin d'année 2019 et ils m'ont inscrit au 30 décembre 2019. Donc, du coup, au niveau de l'ACRE, je bénéficie que de 3 trimestres au lieu de 4 parce qu'eux, ils déterminent que, si vous voulez, je suis rentré comme eux, ils fonctionnent par trimestre, enfin, que l'URSSAF fonctionne par trimestre et non au mois. En fait, si vous voulez, à partir de ce mois-ci, je ne suis plus bénéficiaire de l'ACRE. Donc, je leur ai demandé si je pouvais décaler ma date de début d'activité parce que je n'ai pas déclaré de chiffre d'affaires en janvier ni en décembre. Et apparemment, ils m'ont dit oui. Et voilà, donc je vous posais la question. Ils vous ont dit oui? Non, alors attendez, on va refaire. Je vais parler de ces décalages avec l'ACRE. Vous m'avez bien dit en 2019. Oui, j'ai été inscrit au 30 décembre 2019, exactement. Mais moi, je n'ai pas demandé à être inscrit au 30 décembre. J'ai fait ma demande et bon, ils m'ont inscrit au 30 décembre. Oui, mais si vous avez fait votre demande et que vous n'avez pas mis une date de début d'activité ultérieure, la date qui est prise en compte, c'est la date de déclaration en même temps, ce qui est un peu logique. D'accord.
Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, alors, ce qu'il y a, c'est que, à mon avis, pour moi, ce serait trop tard hein, pour faire une demande de décalage de début d'activité maintenant, alors que c'est 1 an plus tard. En revanche, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas au mois le mois dans tous les cas, effectivement, parce que c'est spécifique pour les auto-entrepreneurs. Et là, je vais le détailler, mais c'est jusqu'à la fin du 3e trimestre suivant. C'est pour ça que l'on dit, si vous n'avez rien qui vous oblige à créer en cours de trimestre, ou tout au moins en décembre, voilà, si ça peut pas, si vous avez un contrat, si vous avez un marché public où il faut répondre, si vous avez des clients qui vous attendent, on ne se pose pas la question de perdre 3 mois d'acte, on s'en fiche. Mais par contre, si effectivement, il n'y a rien qui le justifie, attendez un début de trimestre pour en bénéficier au maximum. Puisque, effectivement, si vous commencez en décembre, ben, vous aurez une exonération. Alors, je vais prendre l'exemple pour cette année. Si vous commencez en décembre 2020, eh bien, l'exonération ira jusqu'à septembre 2021, alors que si vous commencez en janvier 2021, elle ira jusqu'à fin décembre 2021, soit les 4 trimestres. En revanche, vous avez une petite chance quand même, je dirais, c'est que vous êtes encore sous l'ancien régime des 3 ans d'ACRE, alors qu'à partir de cette année, il n'y a plus qu'une année d'exonération ACRE à 50% sur une année. Vous êtes encore sous l'ancien régime parce que vous avez créé en décembre, et c'était peut-être pour cette raison-là que vous aviez créé en décembre avant le 1er janvier 2020, et normalement, la nouvelle réforme de l'ACRE qui finalement, à cause de la Covid, a été décalée d'un trimestre. C'est ça. C'est peut-être une raison. Oui, voilà. Donc, quelquefois, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux, mais ça veut dire, vous faites quoi comme activité? Ben moi, je suis agent commercial sous le statut auto-entrepreneur. Et en fait, si vous voulez, j'ai appelé le greffe du tribunal de commerce qui m'a dit qu'effectivement, je pouvais décaler ma date. Mais d'après ce que vous dites, il vaut mieux pas que je la décale alors. Ben non, parce que en fait, déjà, je vois très honnêtement, je ne suis pas sûre que nous, puisque c'est nous qui gérons l'ACRE au niveau du réseau des URSSAF, très honnêtement, je ne pense pas que nous, on vous accepte ça. Si vous faites une demande, ce n'est pas au greffe du tribunal, à ce moment-là, c'est à l'URSSAF. Donc, n'hésitez pas, faites la demande, on ne sait jamais. Pour moi, je pense que ça va pas forcément être accepté. Par contre, quelque part, la chance, malgré tout, que vous avez, c'est que jusqu'à fin septembre, vous vous êtes retrouvé avec 5,5% normalement de cotisation à payer sur le chiffre d'affaires que vous avez encaissé. Là, vous allez passer à 16,50. Vous êtes passé à 15,50 maintenant, et vous aurez encore une 3e année à 19 et quelques avant d'arriver à 22%. Alors que pour tous ceux qui se sont créés après, ils n'ont qu'une seule année ou 3 trimestres complets plus le trimestre en cours, une seule année à 50%. D'accord, ok. Merci. Voilà. C'est clair. Donc, cette nouvelle réforme de l'ACRE cette année, alors il y a eu plusieurs réformes, hein, c'est que l'année dernière, quel que soit votre statut, vous pouviez bénéficier de l'ACRE en tant qu'auto-entrepreneur. Et cette année, et uniquement pour les auto-entrepreneurs, en fait, on revient aux bénéficiaires qui étaient déjà les bénéficiaires de 2018. Ce sont principalement les demandeurs d'emploi qui sont indemnisés ou en cours d'indemnisation auprès de Pôle emploi. Ceux qui ne sont pas indemnisés, mais qui ont été inscrits au moins 6 mois à Pôle emploi dans les 18 derniers mois, les bénéficiaires du RSA ou de l'ASS ou les jeunes, et puis quelques autres particularités, les jeunes aussi de moins de 30 ans qui ne sont pas indemnisés et qui sont reconnus handicapés, par exemple, c'est aussi un cas pour bénéficier de l'ACRE. Il y a, pour ceux qui auraient déjà créé une entreprise et qui auraient eu l'ACRE et dont l'ACRE se serait fini depuis moins de 3 ans, à ce moment-là, vous ne pouvez pas rebénéficier de l'ACRE tout de suite. Il faut que, par exemple, je ne sais pas, vous auriez créé en 2015, donc à cette époque-là, c'était 3 ans pour l'ACRE, donc 2015, 2016, 2017. Ça fait 2018, 2019, 2020. Vous pourriez créer quelque chose en 2021 et rebénéficier de l'ACRE. En revanche, si vous aviez créé qu'en 2018 ou en 2019, ce serait trop tôt, vous ne pourriez pas rebénéficier de l'ACRE. Voilà, il y a un peu ce détail-là. Alors, on a déjà expliqué un petit peu ce qu'était l'ACRE en ce qui concerne les auto-entrepreneurs, c'est que vous allez bénéficier d'un taux minoré en fait sur le chiffre d'affaires. Vous allez payer un montant
de cotisation qui sera de 50% par rapport au taux plein. Donc, je ne reviens pas sur l'exemple que je viens de donner quand je commence en début de trimestre ou quand je commence en cours de trimestre. Mais pour tous ceux qui vont faire de la vente de marchandises, eh bien, vous allez payer sur le chiffre d'affaires que vous allez encaisser 6,4%. Si vous êtes en prestation de services, en bénéfices industriels commerciaux ou en bénéfices non commerciaux ou professions libérales non réglementées, vous serez à 11%. Pour les professions libérales réglementées, vous serez à 12,10%, auquel on ajoutera les 0,10, 0,20 ou 0,30 au titre de la formation professionnelle. Et puis, au-delà de ce taux minoré, au-delà de cette période d'exonération, vous serez donc au taux plein, qui seront de 12,8% pour la vente de marchandises et de 22% pour l'ensemble des autres activités, en sachant que vous le voyez, le versement libératoire, eh bien, les taux de 1 pour la vente, 1,7 pour les BIC et 2,2 pour les BNC, même s'ils semblent faibles, ne sont pas forcément intéressants. Alors, une fois que vous allez avoir lancé votre entreprise, que vous allez avoir des clients, que vous allez commencer à les facturer et que vous allez commencer à encaisser l'argent, surtout puisque là aussi, c'est un avantage spécifique pour les auto-entrepreneurs, c'est qu'on ne vous demande de déclarer le chiffre d'affaires que quand vous avez encaissé l'argent. Ça permet, du coup, de ne pas faire l'avance du paiement des cotisations et de préserver votre trésorerie. Donc, cette déclaration de chiffre d'affaires, il faudra la faire en ligne, principalement mensuellement. C'est ma deuxième alerte principale avec les impôts, ou trimestriellement, pour tous ceux qui ont des allocations Pôle emploi ou qui sont bénéficiaires de minima sociaux, etc. Prenez la déclaration, et notamment pour ceux de Pôle emploi, la déclaration mensuelle, parce qu'on vous demandera des justificatifs, et afin que vous puissiez bénéficier de vos allocations avec le montant le plus juste possible et le plus rapidement possible. Si vous le faites mensuellement, ce sera le cas. Si vous le faites trimestriellement, ce sont des avances qu'on vous fait. On fait des régules. Quelquefois, ils vous versent trop. Il faut que vous remboursiez. C'est très, très compliqué. Donc, n'oubliez pas de bien cocher, c'est une petite case, mensuellement. D'abord, dans la majorité des cas, moi, je trouve que c'est plus intéressant parce que comme ça, vous prenez l'habitude de gérer un petit peu ces déclarations et ça se fait en 2 minutes sur le site puisque vous nous déclarez le chiffre d'affaires et on vous calcule tout automatiquement. Y compris si votre chiffre d'affaires quelquefois est à 0, il faut quand même faire des déclarations. De toute façon, Pôle emploi vous les demandera et les autres vous demanderont aussi des justificatifs. Donc, que ce soit à 0 ou que ce soit à 10 000 euros, il faut quand même faire une déclaration. Au début, on ne vous demande rien. C'est-à-dire que vous n'allez pas déclarer tout de suite. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à payer, on est tranquille, on a le temps. On va avoir au moins 90 jours, plus le mois en cours, et ça pour déclarer le mois suivant. Je donne un exemple. Je crée par exemple en janvier. Je laisse passer ce mois de janvier. Je laisse passer un trimestre complet, c'est-à-dire février, mars, avril. Et au cours du mois de mai, je vais déclarer mes 4 premières déclarations. Et après, en juin, je déclarerai ce que j'ai encaissé en mai, en juillet, ce que j'ai encaissé en juin, et etc., etc. Après, ça sera un rythme régulier. Ce qui fait que quand Pôle emploi va vous demander des déclarations sur ces 4 premiers mois, vous ne pouvez pas leur donner puisque vous n'en faites pas. Donc, eux vont vous donner des déclarations sur l'honneur à faire que vous devrez leur remplir à chaque fois en même temps que votre actualisation pour qu'ils puissent justement, là encore, vous verser vos allocations en fonction du chiffre d'affaires que vous avez encaissé. Ces déclarations, vous pourrez le faire soit sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, soit sur l'appli mobile auto-entrepreneur URSAF, qui est téléchargeable sur n'importe quel smartphone. Et pour payer ces cotisations, vous pourrez le faire soit par carte bancaire, soit par télépaiement. Si vous choisissez la carte bancaire, faites attention à 2 choses. C'est votre contrat bancaire qui est primordial, c'est-à-dire que attention au montant que vous ne devez pas dépasser par semaine, par quinzaine ou par mois, selon le contrat que vous avez en paiement par carte bancaire pour ne pas avoir un rejet, ce qui arrive souvent. Et deuxième chose, si vous êtes en débit immédiat, vous allez être débité le jour où vous allez faire votre déclaration. En ce qui concerne l'autre possibilité qui est le télépaiement, alors le télépaiement, c'est un petit peu différent du prélèvement automatique, c'est-à-dire que c'est vous qui allez valider le montant du paiement du montant à payer. Et si malgré tout, un mois, vous avez, je ne sais pas, par exemple, 1 000 euros de chiffre d'affaires et que vous avez été obligé de faire
de l'achat de matériel pour des clients et que vous êtes un peu juste et qu'en banque, vous n'avez pas le montant complet, vous pouvez très bien modifier ce montant. Par exemple, vous mettez 500, vous validez, puisqu'il faudra valider à chaque fois, et vous demandez, vous faites une demande de délai pour les 500 autres euros qui sont à payer sur 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Alors, il ne faut pas que ça devienne systématique, parce que ça veut dire que quelque part, vous ne gérez pas tout à fait, peut-être comme il faut, votre auto-entreprise et qu'il faut essayer de faire attention à ça. Mais c'est une possibilité et il faut savoir en profiter. Surtout que avec vos déclarations et vos actualisations auprès de Pôle emploi, pour les actualisations Pôle emploi, c'est entre le 28 et le 15 du mois suivant. Nous, les déclarations, vous allez pouvoir les faire sur 1 mois complet. Donc, l'idée, pour que vous soyez payé le plus vite possible, c'est que vous fassiez votre déclaration avant le 15. Sur Internet ou sur l'appli mobile, vous faites votre déclaration, vous récupérez votre justificatif de déclaration, en même temps, vous faites votre actualisation sur Pôle emploi et vous joignez ce justificatif. Si vous avez une carte bancaire avec un débit immédiat, vous serez débité le 13 ou le 14 ou quand vous allez faire la déclaration. Si vous faites cette même déclaration au même moment et que vous faites du télépaiement, ça sera de toute façon débité que 2-3 jours après la date d'échéance. Ça sera donc dans les 2-3 jours du mois suivant. Donc, ça peut aussi jouer sur votre trésorerie. Donc, il faut toujours faire attention à ça. C'est ça aussi qu'on appelle essayer de faire les prévisionnels tels qu'il faut et réfléchir à tous les outils qu'on peut mettre en place pour gérer au mieux son entreprise, hein, puisque c'est le but du jeu. Alors, l'assurance maladie, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça va être votre interlocuteur pour tout ce qui sera les remboursements et tout ça. Et je vais revenir sur la question que posait la personne tout à l'heure. Il y a des remboursements qui sont ce qu'on appelle universels, c'est-à-dire que quel que soit votre statut, c'est exactement la même chose. Par exemple, c'est le cas pour tout ce qui est le remboursement des consultations, des médicaments, les hospitalisations. Vous avez la même base sécu que tout le monde. En ce qui concerne les indemnités journalières, là, c'est aussi un peu comme pour tout le monde, c'est un pourcentage du revenu. Alors, pour les travailleurs non salariés, du revenu journalier des 3 dernières années, quand on est salarié, c'est les 3 derniers mois. Et c'est surtout que si, au départ, vous pensez que peut-être, selon certaines activités, on ne démarre pas l'auto-entreprise en ayant déjà plein de clients qui vont… et que vous allez gagner de l'argent tout de suite. Et si vous n'avez plus de rentrée d'argent à côté, soit par les allocations Pôle emploi, soit par peut-être encore un job salarié que vous avez conservé, soit par des économies que vous avez pu faire, il faut se poser la question de se dire, si je n'ai pas de chiffre d'affaires, ça veut dire que je n'ai pas de revenus. Si je n'ai pas de revenus, j'ai 0 d'indemnité journalière. Comment je vis si je suis obligée de m'arrêter? C'est quand même un sujet. Donc, je suis obligée de m'arrêter 1 mois ou 2 mois parce que ça peut arriver à tout le monde, malheureusement. Et là, je me dis il faut que je paie le loyer, que je mange, enfin voilà, j'ai des frais fixes, etc., les assurances et tout, la voiture, enfin bon, plein de choses, ou les transports en commun, enfin ce qu'on veut, mais des frais. Et là, c'est là où on vous conseille vraiment, vraiment de prendre une prévoyance chez un assureur privé pour venir combler ce manque si vous n'avez pas de revenus. Tant que vous avez vos allocations Pôle emploi, vous aurez toujours quelque chose. Tant que vous avez des revenus à côté, vous avez quelque chose. Mais le jour où vous n'avez plus rien, vous pouvez vous retrouver à n'avoir plus rien du tout. Et c'est là où il faut vraiment faire attention à ça. En ce qui concerne la maternité, je dirais que là, il y a presque un peu plus d'avantages en tant que travailleur non salarié qu'en tant que salarié tout court. C'est qu'en plus des indemnités journalières d'interruption d'activité, bon, il faut être inscrit depuis au moins 10 mois, mais bon, si vous ne l'avez pas, là, ce n'est pas, je pense, que votre statut d'avant. Mais vous avez en plus une allocation forfaitaire de repos maternel, si vous avez à peu près 4 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année, qui sera de 3 800, 3 900 euros, avec une moitié versée vers le 7e mois et de la grossesse, et l'autre moitié versée à la naissance du bébé. Concernant les accidents du travail, là aussi, il y a des frais qui sont pris en charge, mais ce n'est pas comme les accidents du travail, avec le taux accident du travail que les employeurs paient pour leurs salariés, quand on est vraiment salarié reconnu au sens du droit du travail. Et là aussi, on vous conseille, alors encore plus selon votre activité, mais quand même à voir et à étudier en tout cas,
la possibilité de prendre un produit qui existe auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, qui est la possibilité d'avoir des indemnités complémentaires, ou auprès également d'un assureur privé. Et ça, ce problème des indemnités journalières et des accidents du travail qui ne sont pas, je dirais, complètement prises en charge autant que quand on est salarié, ce n'est pas uniquement pour les auto-entrepreneurs, c'est pour tous les travailleurs non salariés, quel que soit le statut juridique. Et puis, la complémentaire santé, c'est la mutuelle, hein, vous savez ce qu'on a. Là, c'est complètement privé parce que ce n'est pas de l'obligatoire. Et vous pouvez très bien soit garder celle que vous avez, soit si vous êtes encore en portabilité par rapport à votre ancien travail, vous avez bien sûr la possibilité de rester, profitez-en pendant cette année-là. Soit si vous êtes couvert par quelqu'un d'autre, eh bien, vous pouvez y rester. Là, c'est vraiment votre choix personnel. Agnès, je t'interromps 2 secondes parce Oui. qu'il y a une question. Je pense qu'effectivement, il faut reformuler, peut-être réappuyer sur le sujet de… Alors, je te donne la question de Stéphanie. Oui. Donc, nous avons droit aux IJ seulement après 3… Est-ce que nous avons droit aux IJ seulement après 3 ans d'existence? Non. Ou bien, si on existe depuis 2 mois, par exemple, est-ce qu'on prend ce revenu et on le ramène à 3 ans? En fait, voilà, je pense qu'il faut expliquer la mécanique du droit à l'indemnité journalière. Oui, alors la mécanique, on ne va pas complètement l'expliquer parce que, encore, comme la caisse primaire a repris cette année, mais après, j'ai un tout petit peu moins de compétences dans le détail vraiment, mais ce qu'il faut savoir, c'est que non, bien évidemment, si vous n'avez pas 3 ans d'existence, vous n'avez pas 3 ans d'existence. Par contre, vous avez eu une existence avant. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous avez encore des allocations pour l'emploi, on va aller voir ce que vous avez comme allocation et qu'est-ce que vous avez là-dedans qui peut se convertir en indemnité journalière. On va voir ce qu'il y avait avant. Et après, dans le détail pur, vraiment, là, c'est vraiment auprès de la caisse primaire. Et on attend, nous aussi, des informations parce que c'est quand même une grosse réforme qui a été mise en place. Donc, si vous aviez, je dirais, des revenus avant, il y aura des choses qui seront prises en compte. Si vous n'aviez rien, si vous étiez en fin de droit et que vous n'aviez plus aucun revenu, vous pouvez effectivement arriver à vous retrouver avec 0 d'indemnité journalière. D'où l'importance d'avoir une prévoyance en plus. Alors, moi, ce que je préconise pas mal et qui fonctionne plutôt bien, c'est que chacun, parce que chacun, effectivement, a des situations particulières, et c'est de ne pas hésiter à soit poser la question via sa messagerie Amélie, ou soit aller dans son bureau de sécurité sociale et de dire, voilà, moi, dans mon cas, voilà où j'en suis, voilà d'où je viens, j'ai été salarié, je suis demandeur d'emploi selon sa situation. Et imaginons que dans 2 mois ou dans 6 mois, vous faites plusieurs scénarios, vous les écrivez avant. J'ai un accident de voiture, je suis 6 mois hospitalisée. Qu'est-ce qui se passe du côté de la caisse primaire? Qu'est-ce qui va se passer sur mon compte en banque? Est-ce que j'ai droit à quelque chose en termes d'indemnité journalière, donc de revenu de remplacement? Mais très honnêtement, doublez-le par un mail. Ah, mais tout, oui. Parce que la gestion… Comment? Ceinture et bretelles. J'ai pas compris. Ouais, c'est ça. Parce que bretelles. Pourquoi? Mais c'est normal aussi. Hein, c'est parce que la gestion des travailleurs indépendants, c'est vraiment une nouveauté dans les caisses primaires. Et du coup, c'est bien d'avoir un écrit. C'est ça. Parce qu'il y a des évolutions aussi. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont mises en place au fur et à mesure parce que tout ne pouvait pas être mis en place en une seule fois. Donc, n'hésitez pas, même si vous allez voir, même si vous allez sur place, comme vous le conseille Monique, et c'est très bien aussi, hein, mais faites-vous confirmer par un écrit. En fait, si on ne vous le confirme pas spontanément, et ça c'est valable à la fois pour la caisse primaire, mais pour tout dans vos démarches, la personne ne vous confirme pas par mail, c'est vous qui reformulez. Alors notamment, vous allez dans votre centre de sécu, ben après vous allez dans votre messagerie Amélie, vous faites un message et vous dites, voilà, suite à mon passage aujourd'hui à la caisse, j'ai demandé ça, très, très synthétiquement, hein, et on m'a répondu ça, est-ce que j'ai bien compris? Et voilà, on vous répondra si vous avez effectivement bien compris, et du coup, ça vous vaudra une sorte de confirmation qui vous permettra d'être plus serein face à ça. Au moins, vous saurez ce qui se passe. Et comme Agnès l'a dit, vous saurez s'il faut que vous mettiez en face une petite brique, un petit dispositif d'assurance prévoyance privée pour garantir que vous ayez un minimum de revenus de remplacement dans le cas d'une incapacité de travail due à un accident ou une maladie. Oui, absolument. D'autres questions?
Non, sur ce sujet, après on a d'autres sujets, mais plus tard, là, c'est sur le sujet de l'assurance maladie ou des indemnités, mais il y a une autre question de Philippe qu'on posera un petit peu plus tard. Ok. La retraite. Alors, la retraite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les travailleurs indépendants, donc artisans, commerçants, professions libérales non réglementées, la formule de calcul est exactement la même que pour les salariés. C'est-à-dire, c'est 50% du revenu moyen sur les 25 meilleures années. Enfin, aujourd'hui, puisque la réforme telle qu'elle existe aujourd'hui, bien évidemment. Ce n'est pas du tout la même chose pour les professions libérales réglementées, où là, on ne peut pas vous donner une règle parce qu'il y en a plusieurs. Parce que d'abord, il y a des classes différentes que vous allez choisir. Il y a des montants quelque part d'assurance que vous allez payer qui seront en fonction de ce que vous voulez après. Donc, c'est un petit peu plus à la carte et donc c'est impossible à calculer comme ça. Mais pour tous les autres, c'est exactement la même chose. Donc, on le sait, hein, je le répète souvent, c'est ce montant-là, on entend souvent les artisans, les commerçants dire « Ah ouais, mais moi j'ai zéro de retraite ». Évidemment, les artisans, les commerçants, on n'a rien du tout. Alors, pour les professions libérales qui sont intégrées depuis pas très longtemps, ça peut être le cas à certains moments. Pour les autres, ça fait quand même depuis 1973 que cette formule de calcul est la même. Donc, il y a deux solutions, hein. Soit la personne, malheureusement, a eu une carrière professionnelle avec des revenus plutôt réduit et donc forcément ce calcul, c'est un peu comme quelqu'un qui a toujours travaillé à temps partiel, le montant va être réduit, soit peut-être que la personne n'a pas tout déclaré. Et on en revient à la prévention de tout à l'heure, c'est-à-dire attention, quand vous ne déclarez pas, quelque part, un jour, ça manque dans les calculs et ça vous fait des revenus bien évidemment inférieurs. Pour la retraite complémentaire obligatoire, on est similaire aussi comme un salarié non cadre. Donc là, c'est des formules de calcul particulières, mais qui sont avec des formules de calcul comme un salarié qui ne cotiserait pas à la GIRC, pour ceux qui connaissent entre la GIRC et l'ARCO les différences de cotisation entre les cadres et les non-cadres. L'invalidité d'essai, alors bon, même si je n'ai pas trop envie de vous parler de ça là tout de suite, mais il faut savoir que ça existe là aussi malheureusement et que c'est la même chose, là aussi c'est universel, c'est sur un pourcentage de la base du revenu annuel moyen sur les 10 meilleures années d'activité, c'est comme pour tout le monde. Et ensuite, on a, comme tout à chacun a la possibilité de prendre un produit complémentaire pour avoir des revenus à la retraite qui viendront compléter ce qu'il y a de la retraite de base et la retraite complémentaire obligatoire. Il y a maintenant vous avez peut-être à titre perso déjà eu ces compléments-là avec de l'assurance vie ou avec des plans au sein de vos entreprises, etc. Il y a des plans d'épargne retraite qui sont des nouveaux produits de cette année qui pourront être versés du coup à la fin, soit sous forme de capital, soit sous forme de rente ou de capital. C'est un choix puisqu'avant, ce qui existait avant n'avait que la possibilité de la rente et pas du capital. Mais là aussi, c'est uniquement chez les assureurs privés et ça se prend plus tard éventuellement. Dans un premier temps, pour moi, le plus important, c'est vraiment la prévoyance. Alors, tout à l'heure, je vous disais, on est dans le seul régime où on va parler en chiffre d'affaires. Donc, pour la validation de vos trimestres de retraite de base, on raisonne aussi en chiffre d'affaires. Et il faut savoir que pour valider vos trimestres de retraite, alors évidemment, il n'y a que 4 trimestres dans l'année. Donc, même si vous faites le double ou le triple, vous aurez toujours que 4 trimestres. Par contre, en montant de calcul, bien évidemment, plus vous gagnerez et plus le montant sera important. C'est ça l'intérêt. Pour valider ces 4 trimestres, vous le voyez, alors on a encore il y a encore des décrets qui ne sont pas sortis pour 2020, mais bon, ça changera à 300 € près, peut-être quelque chose comme ça. On est à un peu moins de 21 000 si on fait de la vente, à 12-13 000 si on est en BIC, à 9 000, 8, 9 peut-être pour les professions non réglementées et prestations de services BNC, et 9 300, 9 400 pour celles qui relèvent de la CIPAP. Mais en revanche, vous n'êtes pas obligé de valider 4 trimestres de retraite par la même activité.
Je prends l'exemple de quelqu'un qui pourrait avoir des allocations Pôle emploi ou qui aurait une activité salariée mais à temps partiel et qui de ce fait ne pourrait pas valider 4 trimestres de retraite par cette activité salariée, mais pourrait en valider peut-être que 1 ou 2, eh bien elle pourrait les compléter avec des trimestres où elle aurait pu avoir peut-être 7 ou 8 000 euros, par exemple si je prends la vente en auto-entrepreneur, et du coup ça ferait deux trimestres de chaque et on cumulerait ces 2 trimestres et au final vous auriez bien vos 4 trimestres pour l'année. Donc ça c'est intéressant aussi. Et puis pour le reste, ben là je dirais que c'est un peu universel également. C'est pour les allocations familiales, c'est comme quand vous étiez salarié, pour ceux qui l'ont déjà été, c'est selon sa situation familiale et les revenus du foyer. Pour la formation professionnelle, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on sait qu'on a le CPF quand on était salarié. Vous avez maintenant un montant en euros. Je fais une petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas encore transformé leurs heures de DIF qui leur restaient de 2015, qui ne les ont pas encore intégrées sur leur compte personnel de formation pour que ces heures soient transformées en euros. Ça a été repoussé, vous avez jusqu'au 30 juin pour le faire. N'hésitez pas. Ce nombre d'heures de DIF qui vous reste, vous pouvez les retrouver soit sur votre dernier bulletin de salaire de 2015, soit sur un document que votre employeur vous avait fait à part à ce moment-là, soit sur votre certificat de travail. Enfin, normalement, vous devez le retrouver quelque part ou essayer de rappeler peut-être l'employeur ou la RH de l'employeur où vous étiez à ce moment-là. Mais n'oubliez pas de faire cette transformation si vous avez encore des heures qui restaient sur le DIF. En ce qui concerne les travailleurs non salariés, on n'est pas encore sur le CPF, ça n'a pas encore été intégré, ça devait se faire, il y a eu du retard avec cette année, ça devait se faire cette année. Bon, alors avec la Covid, ça a encore pris un petit peu de retard. Donc, on verra comment ce sera cumulé. Pour l'instant, il y a bien 2 choses différentes, ce qui fait qu'aujourd'hui, si par exemple, vous avez de l'argent sur votre CPF et que vous souhaitez faire des formations, je dirais, générales auprès des chambres consulaires de commerce, de métiers ou comme ça, par exemple sur la gestion ou des formations sur la communication ou des formations vraiment qui ne sont pas techniques, vous pouvez en prendre quelques-unes ou faire un stage de création d'entreprise dans ces chambres-là, vous pouvez prendre sur ce CPF. En revanche, pour tout ce qui est formation technique par rapport à vos métiers, là, vous êtes obligé vraiment de les prendre sur le pourcentage que vous paierez quand vous aurez ouvert votre auto-entreprise entre les 0,10, 0,20 ou 0,30. Et puis le chômage, ça c'est juste pour votre culture générale, pour savoir que ça existe. Quand on devient chef d'entreprise, on ne cotise plus à l'assurance chômage, on n'ouvre plus de droits, on garde les droits qu'on avait, mais on ne s'ouvre plus de nouveaux droits. Néanmoins, il faut savoir que là aussi, il y a des entreprises qui se sont créées depuis très longtemps maintenant, ou qui ont créé une assurance qui s'appelle le chômage du chef d'entreprise. Voilà, ça existe, ce sont encore des assurances à payer, donc ce n'est pas quelque chose qu'on prend non plus tout de suite, il faut juste savoir que ça existe, voilà, pour ça. La sortie du dispositif, c'est pas toujours quelque chose de négatif, bien évidemment. Ça peut être un choix parce qu'on se rend compte que finalement, ce statut auto-entrepreneur, en fait, c'était très bien pour démarrer, ça m'a fait un tremplin, j'ai vu que j'étais fait pour être chef d'entreprise, pour développer un peu mon activité, mais quand même, le fait de déduire aucune charge, le fait de ne pas pouvoir déduire mes déplacements, de ne pas pouvoir, si je suis amenée, en ayant développé mon activité, à faire beaucoup de déplacements, peut-être au niveau national, mais peut-être quand on pourra revoyager à l'international, eh bien, tous ces frais qu'on ne peut pas déduire, ça peut très vite devenir dangereux pour la survie de l'entreprise. Donc, on décide de basculer vers un autre régime qui n'est plus le régime de la micro-entreprise, mais qui est le régime réel d'imposition, avec une comptabilité classique pour une entreprise. Donc ça, c'est plutôt, ça veut dire quand ça se passe bien et qu'on passe à autre chose. Deuxième cas où c'est plutôt positif, c'est parce que pendant 2 années consécutives, vous avez dépassé les fameux seuils qu'on a vus tout à l'heure, de 176 200 ou de 72 600, pendant 2 années. Et du coup, vous ne pouvez plus rester dans ce régime de la micro-entreprise puisque les seuils sont dépassés. On a déjà laissé 2 années de tolérance. Et là, au bout de la 3e année, il faut passer à autre chose. Donc là aussi, vous passez soit sous un régime réel d'imposition, toujours en entreprise individuelle, soit vers une forme sociétale. Dans le cas inverse, vous avez fait pendant 24 mois, vous avez fait 0 de chiffre d'affaires.
Alors là, il y a plusieurs cas. Bon, soit malheureusement, ben, ça ne décolle pas et puis vous n'y arrivez pas. C'est peut-être pas le moment, c'est peut-être, voilà, c'est comme ça. Soit vous cherchiez peut-être en même temps un job et puis vous disiez, ben, je vais quand même créer une entreprise aussi et puis vous avez retrouvé un emploi salarié qui vous a pris tout votre temps et du coup, vous avez un peu oublié la structure indépendante qui est restée en végétation. Et là, on vous dit, au bout de 24 mois, on vous dit, bon, vous en faites quoi de cette entreprise? Parce que ou vous la relancez ou on l'arrête parce que ça ne sert à rien qu'elle reste comme ça à rien faire. Donc là, dans ce cas-là, il faudra faire une cessation d'activité comme vous l'avez fait au départ pour créer votre entreprise et que tous les organismes soient au courant de la création. Eh bien, il faut faire la même chose. Quand vous cessez l'activité, c'est faire une déclaration auprès d'un des centres de formalité des entreprises, virtuelles ou en physique, et pour que tous les organismes soient au courant que vous cessez cette activité. D'abord parce que ça fait clôturer votre dossier proprement. Et en plus, si vous voulez recréer une entreprise plus tard, dans 1 an, dans 10 ans, enfin n'importe quand, votre dossier, il sera clean. Parce qu'autrement, il y a toujours chez un des partenaires un petit bout de dossier qui va rester. Et quand vous allez vouloir créer une nouvelle activité, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous faire des tracasseries administratives en vous demandant des papiers, en vous disant que vous n'avez pas cessé comme il fallait votre activité, il faudra refaire des formalités. Enfin bon, bref, ça va vous casser les pieds. Donc, commencez et finissez une structure proprement, on la crée, on la clôture. Les services en ligne, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, on les développe de plus en plus et tout au long de l'année. On essaie d'en créer des nouveaux pour vous aider. C'est surtout pour vous rendre le plus autonome possible sur votre compte en ligne. Alors, bien sûr, vous y retrouverez sur un historique de déclaration, votre situation de compte, un petit tableau de bord en disant « Attention, on attend votre déclaration pour dans X jours. Attention, vous avez déclaré, mais vous avez oublié de payer. » Voilà, faire des petites alertes comme ça. Vous pourrez aussi échanger avec nous par une boîte aux lettres personnalisée. Vous pourrez faire ce que je disais tout à l'heure, les demandes de délai. Et vous pourrez également aussi avoir des attestations, alors immatriculation fiscale, contribution à la formation professionnelle, mais au début, celle qui est importante aussi, c'est l'attestation de vigilance. Cette attestation de vigilance, en fait, elle prouve que vous êtes bien déclaré et que vous êtes à jour de vos cotisations. Et quand on est une jeune entreprise ou quand on répond à des marchés publics, on demande systématiquement cette attestation. Et quand on est une jeune entreprise, on peut aussi avoir les fournisseurs, les prestataires, les partenaires, les clients qui vous demandent est-ce que vous êtes bien déclaré, vous êtes à jour, est-ce que vous êtes clean, quoi, que je ne m'embarque pas dans quelque chose, voilà. Eh bien, cette attestation de vigilance, bien sûr, si vous êtes à jour, vous pourrez vous-même la demander sur votre espace en ligne et vous l'obtiendrez automatiquement tout de suite si elle est disponible en fonction de votre compte à jour. Ces services en ligne, on les développe aussi sur l'appli mobile. Alors, dans un premier temps, c'était plutôt sur tout ce qui était déclaration, paiement, attestation, justificatif de déclaration, pardon, notamment pour Pôle emploi ou pour les organismes qui vous versent des prestations. Là, on les développe encore plus. Vous pouvez aussi échanger avec nous. Enfin, voilà, on est en train de faire vraiment une évolution au niveau de tous ces services. Donc, regardez bien tout ce qu'on peut vous proposer. Ça peut vous être intéressant. D'autant plus que sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, au-delà de votre espace privé, vous avez en espace informatif aussi, vous avez beaucoup de questions-réponses avec un moteur de recherche qui vous permet d'accéder aux réponses plus rapidement. Vous avez beaucoup d'actualités. N'hésitez pas à les regarder souvent parce qu'on en met beaucoup sur ce site-là. N'hésitez pas non plus à regarder les fiches pratiques parce qu'on a mis sur ces fiches pratiques également des fiches pratiques, par exemple, pour vous dire qu'est-ce que vous êtes obligé de mettre sur une facture. L'article 293B du Code général des impôts quand vous êtes en franchise de TVA, ne pas oublier de mettre le numéro de contrat de votre responsabilité civile professionnelle, voilà, comment déclarer. Enfin, on a essayé de vous donner un maximum d'informations. Et puis, il y a aussi une petite, on y reviendra tout à l'heure, je crois, il y a aussi une rubrique qui est intéressante qui est attention aux pièges et aux arnaques. Parce que quand on est une jeune entreprise, on peut recevoir beaucoup de documents de beaucoup de partenaires d'entreprises différentes qui vous demandent de l'argent. Ce n'est pas toujours justifié, ça ne l'est souvent pas. Et n'hésitez pas, ne payez jamais d'entrée de jeu, posez toujours des questions.
Appelez-nous si vous ne savez pas. Appelez l'UAE si vous ne savez pas, mais ne payez pas, parce qu'une fois que vous avez payé, si c'est une arnaque, c'est fini, vous ne retrouverez pas. Et puis, ce sur quoi je voulais revenir aussi, c'était l'accompagnement. L'URSSAF, ce n'est pas seulement un organisme qui va recouvrer des cotisations. On est là pour vous aider au moment de la création, pendant la vie de votre entreprise, si vous êtes en difficulté. Et à ce titre-là, d'ailleurs, avec la réforme qu'il y a eu cette année et la disparition complète du RSI et de la sécurité sociale pour les indépendants, on a repris avec la création du Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant, le CPSTI, on a repris l'action sociale, ce service d'action sociale, où on peut vous venir en aide. Alors, cette année, bien évidemment, le réseau des URSSAF a été là et toujours là, d'ailleurs, malheureusement, parce que ça continue pour les entreprises, les travailleurs indépendants qui subissent la crise Covid. Et ça prouve que notre système social permet aussi de venir en aide dans ces cas de crise extrême. Mais au-delà de cette crise et en dehors, on est aussi là pour vous aider quand vous avez des difficultés dans votre activité professionnelle, des problèmes de santé. Je ne vais pas parler de la retraite maintenant parce que vous êtes peut-être tous très très loin de la retraite et que ça ne vous concerne pas. S'il y a des intempéries, vous avez peut-être en tête ceux qui ont fait les deux en fait. Ils ont eu la crise Covid et les intempéries dans les Alpes-Maritimes. On a été là pour essayer d'aider, bien sûr dans notre domaine, pour tout ça. Et pour ceux qui sont en profession libérale réglementée, vous avez la CIPAB aussi qui a une action sociale et qui peut vous aider dans certains cas et sur certains dossiers quand vous avez des difficultés particulières. Donc, ne dites pas « je suis travailleur indépendant, j'ai droit à rien ». Posez la question. Ne faites pas l'autruche si ça ne va pas. Ça, c'est vraiment important. On est là aussi comme partenaire à vos côtés. Voilà. Est-ce que, avant d'en venir aux questions, peut-être, est-ce que sur ces dernières choses ou est-ce que ce qu'il y avait avant, est-ce qu'il y a une question particulière? Alors, j'en ai une, oui. Alors, j'en ai une de Pia qui est « Est-ce que l'on perd ses droits à l'ACRE ?» Alors, ça concerne l'ACRE. S'il y a cessation d'activité sans en avoir profité de cette exonération de l'ACRE, ou si on en a bénéficié, par exemple, que sur 2 mois d'activité. Donc, est-ce qu'on perd ses droits? Est-ce qu'on perd ses droits, c'est-à-dire si on cesse l'activité? Oui. C'est oui. Oui, parce qu'elle n'est donnée, en fait, on rappelle la règle, elle est donnée pour… Je rappelle la règle, voilà. Vous déclarez votre activité, vous déclarez la demande de l'ACRE le jour de la création de votre activité ou dans les 45 jours suivants. Alors ça, vous n'oubliez pas, vous le faites plutôt au départ parce que dans les 45 jours, vous allez me le faire le 46e jour et ça sera trop tard, on ne pourra pas dessus. Donc, vous avez 45 jours. Toutefois, pour faire cette demande d'ACRE, que vous faites aussi sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, vous avez le formulaire à remplir et vous l'envoyez directement à l'URSSAF puisque c'est l'URSSAF qui instruit tous ces dossiers-là, quelle que soit votre activité. En revanche, ça va partir avec votre début d'activité. Si vous arrêtez en cours, eh ben, c'est fini. Et si vous n'en avez profité que 2 mois, c'est fini et vous ne pourrez pas en profiter à nouveau avant les fameux 3 ans de délai de carence dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Une autre question de Philippe, c'est sur la déclaration. En fait, il nous signale que l'URSSAF lui demande de déclarer via l'URL de Net Entreprise. Non, ça, c'est pas possible, ça n'existe plus. C'était avant, hein, ça c'était il y a longtemps. C'était avant. Pour le coup, c'était vraiment avant. Vous êtes dans quelle région, monsieur? Je suis dans l'Isère. Ils m'ont envoyé un courrier spécifique que j'ai reçu il y a 15 jours en me disant si je ne déclarais pas Net Entreprise, j'allais avoir 0,02 sur le montant de mon chiffre d'affaires et sur le montant de mes cotisations. Alors, est-ce que vous auriez la possibilité de nous transmettre ce courrier, s'il vous plaît? Ah, bien sûr, oui. Monique? Oui, vous l'envoyez. Il est sur le site, il est sur mon site que je déclare tous les mois, il n'y a pas de souci. Et là, ils m'ont envoyé un courrier pour me dire voilà, maintenant il faut dématérialiser, il faut passer par Net Entreprise, sinon, donc je les ai appelés, ils n'ont pas compris, enfin ils m'ont dit bah oui, non, enfin on ne sait pas.
D'accord. Philippe, est-ce que vous pouvez l'envoyer par mail à l'adresse que vous avez dans la confirmation d'inscription, contact@union-auto-entrepreneur.fr. Voilà. Et Et je Bien sûr. contacterai Agnès. vous avez Bien votre sûr. numéro SIRET dessus, vous me mettez un numéro de téléphone et voilà, D'accord, merci. on va regarder ça. Comme autre question, alors attends, il y en avait une autre, les frais de débours, j'ai répondu. Voilà, j'ai répondu à pas mal de questions déjà. Alors, voilà. Bon, il y a une question quand même qui est intéressante. J'ai répondu à Blandine, mais je la pose pour que tout le monde en profite. C'est, je vais créer une EIRL et en même temps percevoir encore des indemnités de Pôle emploi. Dans ce cas, est-ce que je reste sous le régime général de la sécurité sociale? Voilà. Donc peut-être qu'il faut repréciser que oui et que maintenant, il n'y a plus de questions qui se posent en fait. Oui. C'est une EIRL ou une AERL? EIRL. D'accord, donc vraiment en entreprise individuelle au régime du réel simplifié alors. Ouais. D'accord. Oui. Je pense, enfin en tous les cas, oui. De toute façon, c'est le régime général. Après, maintenant, il y a plus, voilà. Il faut le dire et le redire et le marteler, le RSI n'existe plus parce qu'il y a encore des contenus qui remontent. Il faut savoir que sur le web, voilà, il y a parfois des gens qui mettent à jour des anciennes actualités qui remontent et on revoit ressurgir encore le mot RSI. Ça n'existe plus. Alors, on revoit ressurgir le mot RSI. On voit encore la sécurité sociale pour les indépendants qui peut traîner malheureusement sur tous les sites parce que finalement c'est assez récent et c'est vrai que l'année 2020 pour les mises à jour ça a été un peu compliqué, on a été occupé avec d'autres choses. Aujourd'hui vous êtes de toute façon, vous restez au régime général. Point. Alors, pour revenir sur l'ACRE, une question de Rama, il faudrait revenir sur ce sujet de l'ACRE, sur la durée en fait du droit à l'ACRE. Oui. Par exemple, elle a commencé son activité début juillet, donc repréciser jusqu'à quand elle y a droit. Et est-ce qu'il y a une prolongation à cause du Covid? Non. Alors, à ce jour, il n'y a aucune prolongation par rapport au Covid. Tout ce qui a été mis en place pour le Covid, c'est des possibilités de décalage de paiement, des aides qui, en fonction de l'activité, il y a eu là une aide pour le mois de novembre qui était une aide financière si vous étiez sur des secteurs d'activité les plus touchés. Il y aura des délais de paiement accordés quand on va reprendre l'obligation des paiements. Prolongation de l'ACRE, non. Pour l'instant, on n'a aucune information à ce sujet. Et si vous avez commencé au mois de juillet 2020, vous l'avez jusqu'à fin juin 2021, puisque vous avez créé en début de trimestre. Donc, c'est jusqu'à la fin. En fait, quand vous créez, vous laissez passer le trimestre en cours, au cours duquel vous créez, et vous comptez 3 trimestres complets. Donc, vous avez créé en juillet, donc on laisse passer le trimestre en cours, ça fait juillet, août, septembre. Et après, on prend 3 trimestres, donc ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Jusqu'au 30 juin, vous avez droit à l'ACRE. Et enfin, une question. Alors, est-ce que tu peux revenir sur les frais de débours? Parce qu'il y a plusieurs questions sur ce sujet. J'en ai aussi par mail. Comment on fait en fait? Voilà, expliquer un petit peu la règle des débours. Alors, sur les débours, vous pourrez aussi aller voir une fiche pratique sur le site Auto-entrepreneur. On a fait quelque chose là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les débours, ça ne fonctionne pas pour tout, simplement parce que là aussi, on n'a pas de confirmation de la part des ministères pour l'ensemble des débours qui pourraient être faits. Cependant, quand vous faites de l'achat de matériel pour des clients, dans le bâtiment par exemple, vous allez acheter pour votre client, vous allez acheter le matériel parce que vous savez ce qu'il faut prendre, parce que vous avez vos fournisseurs, parce que vous avez des prix, parce que etc., etc. Vous faites faire une facture au nom de votre client. C'est vous qui payez et vous lui facturez le montant au centime près. Et ça, c'est un débours. Si vous rajoutez un centime, c'est plus un débours et ça rentre dans votre chiffre d'affaires. Le débours, c'est vraiment l'avance de frais, en fait, mais pas pour… Alors, aujourd'hui, ce pourquoi on ne sait pas, c'est les hôtels, les restos, les voyages, etc., etc. Tout ça, on n'a pas de certitude que ça passerait en cas de contrôle. On n'a pas de réponse. Pourtant, ça fait plusieurs années qu'on pose des questions, mais il n'y a pas de texte. Donc, par contre, pour tout ce qui est matériel, ça, c'est possible.
N'hésitez pas à aller voir la fiche qu'on a réalisée là sur le site. Mais c'est vraiment, vraiment au centime près. J'achète pour 25 000 euros, 99, je refacture 25 000 euros 99. C'est ça. C'est à l'euro près. Et il y a un détail qu'il ne faut pas oublier. C'est au centime près. Oui, au centime près. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la facture des frais, qui sont justement facturés en débours, soit bien libellée à l'attention du client. Oui. Parce qu'en fait, c'est comme une sorte d'avance. En fait, on a payé, donc on se fait rembourser pour des frais qu'on a avancés pour le compte de quelqu'un. Et la facture d'achat, elle rentre dans la comptabilité du client. C'est-à-dire que là, ça ne doit pas être une facture au nom de sa propre entreprise. Alors. Après, moi, il y a quelque chose que je voudrais aborder. Oui. Qu'on aborde moins parce que ce n'est pas trop dans notre partie, mais quand même, c'est le compte bancaire. Le compte bancaire, comme ça tu regardes les autres questions. Le compte bancaire, en fait, ce n'est pas une obligation d'en avoir un à partir du moment où vous n'avez pas, pendant 2 années consécutives, plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Toutefois, moi, je considère que c'est mieux d'en avoir depuis le départ, d'en avoir 2. Pour séparer, surtout si en plus on est plusieurs sur son compte perso, si on est avec quelqu'un, de mélanger tout, c'est pas clair et c'est pas vous rendre service parce que pour votre gestion, vous n'avez pas une vue directement sur ce que vous avez déboursé, ce que vous avez encaissé, etc., etc. En revanche, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte professionnel. Vous pouvez avoir juste un deuxième compte perso dédié à l'activité professionnelle ou avoir, selon les banques, une banque qui va vous faire dans tous les cas un compte pro parce qu'elle ne fera pas autre chose, mais qui va vous supprimer un certain nombre de services pour pas que ça vous revienne trop cher. Parce qu'un compte professionnel, ça revient cher. Et vous n'avez pas besoin vous avez besoin de rien en fait. Vous avez juste besoin de pouvoir encaisser sur un compte et débourser sur un compte qui est séparé. Mais après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Mais moi, je conseille plutôt d'avoir alors pas le départ, le jour où vous commencez, hein, mais quand vous commencez à encaisser de l'argent, faites le tour aussi, comme pour les assurances et tout ça. Regardez où est-ce que vous pouvez prendre un compte qui vous reviendra pas cher ou voir s'il y en a un qui vous revient un peu plus cher, mais qui vous offre beaucoup de services. Ça, c'est aussi à voir. Quelquefois, il ne faut pas prendre le moins cher, mais il faut voir un peu la meilleure rentabilité, meilleure qualité-prix, et pas le moins 10 ans, mais le mieux 10 ans plutôt. Mais moi, je considère que c'est mieux d'en avoir 2. Oui, puis moi, je partage parce que l'idée, c'est de bien gérer dès le départ et de ne pas faire de confusion sur son compte perso, entre le remboursement du cadeau groupé ou du repas commun ou je ne sais quoi, ou du cadeau de la grand-mère qui envoie des sous pour un enfant ou des choses comme ça qui arrivent sur ce compte. Et ensuite, mélanger ses revenus de l'activité. Parce que, imaginons que vous ayez un contrôle fiscal dans 3-4 ans, il va falloir que vous justifiez, si vous avez mis tous vos revenus professionnels sur ce compte personnel, il va falloir justifier de toutes les recettes. Donc, il va falloir être en capacité de dire que voilà ce qui relève de l'activité. Alors, soit vous êtes extrêmement rigoureux et vous faites déjà de la compta analytique naturellement, mais bon, voilà. Donc, c'est beaucoup plus simple et nous aussi, on a ce même discours que l'URSSAF, c'est-à-dire qu'il vaut mieux vraiment bien s'organiser dès le départ et puis bien séparer. Hein. J'aime bien prendre l'exemple des couteaux et des fourchettes dans un tiroir de cuisine. On a tous un tiroir de cuisine. C'est rare qu'on mélange tout et que ça dure longtemps, qu'on mélange tout dans le tiroir. En général, on est super fort pour avoir un trieur de couverts. Et ben, c'est pareil, il faut trier ses flux en fait. Et c'est pareil aussi, tiens, tant que j'y suis, je mets une petite couche sur les adresses mail. Ouais. C'est-à-dire que voilà, avoir une adresse mail pro dédiée à l'activité pro, c'est bien plutôt que d'avoir tout mélangé. Et puis ça permet d'avoir une image plus pro aussi, hein, d'avoir une adresse qui correspond à ce qu'on fait ou à son nom, mais enfin en tout cas qui est séparée. Voilà. Alors, j'ai une question de Véronique. Alors, elle n'a pas trop précisé, je ne sais pas si elle veut prendre la parole sur… en fait, elle demande ce que devient son dossier dans la mesure où elle est en invalidité ALD RQTH. Donc, je pense que c'est je ne sais pas si c'est par rapport à une… Comment ça, ce que devient son dossier? Voilà, je pense que si elle est encore en ligne ou si elle n'est encore pas là, si elle veut nous un peu plus d'infos, brancher son micro pour poser la question, qu'on puisse lui répondre. Oui. Bonjour, Véronique.
Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, super. Oui, personne n'est capable de me répondre véritablement concernant mon dossier. Il est toujours géré de la même façon par l'assurance maladie, enfin, par la CRAMIF en particulier. Enfin, je veux dire, je sais que je vais, en fonction du revenu que je vais, moi, c'est juste pour un petit complément de revenu que je veux créer une auto-entreprise. Oui. J'ai une toute petite pension d'invalidité. Oui. Je voulais savoir si tout ça ne bougera pas malgré la création d'auto-entreprise. Alors, vous avez créé. Je l'ai fait pour quelqu'un que je connaissais, j'y suis allée parce que c'était une personne qui était malentendante et c'était compliqué. Mais ça fait déjà 2-3 ans et très honnêtement, je ne vais pas pouvoir vous répondre en étant sûre à 100%. Je sais que peut-être Monique, tu le sais? Non, enfin, en tout cas, on peut avoir la réponse de manière certaine. Oui. Véronique, il faut juste que j'ai votre email, mais je veux bien que vous m'envoyiez quand même un petit email avec me rappeler votre situation. Et on vous répondra par email. Je vous répondrai de manière certaine pour être sûr que vous ayez les bons éléments de réponse. Alors, par contre, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est, par contre, parce qu'il y avait une subtilité qui est vraiment, soit vous avez des allocations. J'ai une pension d'invalidité de 500 € à peu près. D'accord. Et est-ce que en dehors de ça, vous étiez quoi là? Vous étiez salarié? Vous étiez... Non, je ne travaille plus du tout depuis ma mise en invalidité. D'accord. Et vous êtes inscrite en fait, j'ai voulu créer une SASU pour échapper au RSI parce que du coup, je perdais complètement mon dossier médical. C'est trop compliqué, mais je n'ai pas réussi à gérer la SASU, donc je l'ai fermée. J'ai un handicap visuel en fait. D'accord. Du coup, là, je voudrais... accompagné par la GFIP ou comme ça? Alors, au démarrage, pour créer ma SASU, j'étais accompagnée surtout par la BGE, un bureau de gestion. Oui, je connais. Et j'ai eu une petite aide, effectivement, de la GFIP, mais bon, ça a été beaucoup trop compliqué pour moi. Mais Véronique, on va pouvoir faire le relais avec nous. On a un partenariat avec justement pour justement pouvoir s'occuper des travailleurs indépendants qui sont porteurs d'invalidité ou de handicap. Et donc, c'est un sujet sur lequel on a... Mais là, normalement, à partir du moment où vous avez votre pension d'invalidité et que vous n'avez pas d'autres allocations et que vous n'avez pas créé avant, vous ne devriez pas le perdre. Non, normalement, non. Mais enfin, il vaut mieux... Oui, mais il vaut mieux en être sûr parce que ça peut évoluer. Là où on peut là où on en perd une partie, c'est quand on a créé avant et qu'on était en limite d'avoir des allocations Pôle emploi et là, on perd des deux côtés. Ça, oui. D'accord. Donc, pour ça, c'est vraiment très complexe. Ouais. Théoriquement, je peux... Mais il vaut mieux... Oui, mais envoyez-nous les éléments et Monique pourra vous donner la réponse. D'accord. Merci. Et votre mail, on l'a... Alors, vous l'avez dans la confirmation d'inscription que vous avez reçue. Il y a le mail, en fait, contact@union-auto-entrepreneur.com. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Donc, on se reparle vite, du coup. D'accord, merci. Oui. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que comme l'auto-entrepreneur, c'est une entreprise individuelle, juridiquement, elle sera à votre nom prénom. Mais ça ne vous empêche pas de donner un nom commercial à votre activité. Ce n'est pas interdit. Et dans les nouvelles déclarations, notamment sur l'auto-entrepreneur, vous avez même la possibilité de l'inscrire maintenant, ce qui n'était pas encore le cas aujourd'hui. Alors, j'ai une autre question de... Oui. Tu veux dire autre chose? Non, mais juridiquement, c'est bien au nom, enfin, c'est bien au nom de la personne puisque l'entreprise est une personne physique. Exactement. Tiens, justement, ça fait la transition avec la question d'après. Question de Fred, qui est une question plutôt sur la perception en fait de l'auto-entrepreneuriat. Donc, il dit, au regard de toutes ces explications plutôt rassurantes et très complètes, pourquoi ce statut d'auto-entrepreneur souffre de son image de précarité via les médias ou via les témoignages d'intéressés? C'est une bonne question parce que c'est vrai, je vais peut-être commencer, si tu veux bien, par répondre. Il est certain que
Alors, la presse a toujours tendance quand même à regarder plutôt le verre vide, on en a l'habitude. Et c'est vrai que l'auto-entrepreneuriat, alors comme le mot, évidemment, auto-entrepreneur est quand même un mot de grand usage, on ne se présente jamais bonjour, je suis SARL ou bonjour, je suis SASU. Auto-entrepreneur a été approprié comme étant un état d'entrepreneuriat, de fait de pouvoir libérer l'entrepreneuriat. Alors, il a été dévoyé, ce statut de l'auto-entrepreneur, dès le début et pendant les premières années, notamment par le monde de l'artisanat, par le monde du bâtiment. Voilà, il y a eu pas mal de débats sur ce sujet parce que, soi-disant, c'était une question de concurrence déloyale. Après, il y a eu l'histoire de la digitalisation et de l'économie collaborative qui est arrivée avec les plateformes. Donc, à chaque fois, il y a des petits, comme ça, des petits coups de projecteur sur des situations et qui font qu'effectivement, ça devient presque la généralité. Or, si on prend par exemple cette histoire de précarité, on parle beaucoup des travailleurs des plateformes. Et les travailleurs des plateformes, c'est à peine 80 000 personnes sur le 1,6 million de personnes qui ont entrepris en auto-entrepreneur aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que, moi, ce que je dis souvent, ce n'est pas parce que vous entreprenez en auto-entrepreneur qu'il faut vous sous-vendre, qu'il faut vous sous-estimer. Vous êtes légitime au même titre que n'importe quel entrepreneur. L'auto-entrepreneuriat, c'est une forme, c'est un régime fiscal et social avant tout. C'est une simplicité d'inscription, c'est une simplicité de prélèvement de ces cotisations, de paiement de ces cotisations qui fait qu'on ne paye que quand effectivement on a encaissé, puisqu'on ne verse ces cotisations que sur ce que l'on a encaissé. Au fil de ces encaissements, on n'avance pas l'argent. Et à la fois, ça permet de cumuler cette activité avec une autre. C'est ça les trois vertus de ce régime. Alors, c'est vrai que souvent, oui, c'est précarisé. Alors, on va dire que le revenu, par exemple, si vous regardez les études qui sont faites, d'ailleurs très mal faites, sur la manière dont elles sont restituées, quand on entend que le revenu moyen de l'auto-entrepreneur, c'est par exemple 10 000 € par an, le revenu moyen, il est faux en fait, parce qu'il mélange toutes les catégories sur les 1,6 million de personnes qui sont sous ce régime, par exemple. On va mélanger ceux qui sont à temps plein et ceux qui y consacrent que 2 heures par mois, qui font ça en complément. Donc en fait, la moyenne est fausse. Ça n'a aucun sens, cette moyenne. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à faire une moyenne de ceux qui font ça à 100% et de ceux qui font ça à titre complémentaire. Et là, on serait juste. Il y a des gens, enfin nous, parmi nos adhérents, qui sont auto-entrepreneurs depuis le tout début, depuis 2009 par exemple, qui sont profs d'anglais, profs de danse, je ne sais pas moi, qui font des métiers aussi dans l'artisanat et qui sont toujours là aujourd'hui, qui gagnent bien leur vie, à qui ça correspond. Il y en a d'autres qui ont arrêté parce que finalement, ça ne correspond plus à leurs souhaits d'aujourd'hui. Il y en a d'autres qui ont grandi, qui sont passés en société. Il y a un peu de tout. En fait, c'est un peu à la carte selon ses besoins, selon ce que l'on fait, selon sa situation, selon la situation aujourd'hui. On voit bien que ça ne désemplit pas et qu'aujourd'hui, même pendant le Covid, même pendant cette crise sanitaire qu'on traverse, il y a toujours 1200 Français qui s'inscrivent par jour en moyenne. Voilà. Et cette image, oui, c'est les médias beaucoup qui la véhiculent. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout en précarité et qui s'en sortent très bien, qui arrivent très bien à en vivre. Et c'est justement, nous, en fait, à l'UAE, ce que l'on fait, c'est vous accompagner pour vous aider à vous professionnaliser, c'est-à-dire à faire que cette activité, dès le départ, vous ayez en tête qu'il faut que ça soit rentable. Il faut que vous arriviez à identifier à qui vous allez vendre, quel type de produit vous allez vendre, à quel prix et combien il va falloir que vous en vendiez par semaine, par mois, par année, pour pouvoir en dégager un revenu, puisque le but, c'est véritablement de dégager un revenu, qu'il soit complémentaire ou qu'il soit exclusif, mais en tout cas que ça soit rentable et qu'effectivement, vous ne fassiez pas ça pour rien et que ça soit fait avec un... Mais ça demande un peu de perspective. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau du jour où vous allez vous inscrire, Agnès vous a donné plein de bons conseils sur ne pas s'inscrire là comme ça dans la folie tout de suite, mais bien réfléchir sauf si vous avez évidemment un marché, un contrat qui tombe, un client qui vous confie une mission là tout de suite aujourd'hui, qui vaut le coup que vous déclariez tout de suite. Mais sinon, il faut vraiment avoir la petite spirale que j'ai montrée au début, que vous retrouverez quand vous recevrez le replay. Regardez-la bien et inspirez-vous-en parce qu'il y a des petites étapes à faire avant d'aller sur le site de l'URSSAF et uniquement sur le site de l'URSSAF pour vous inscrire, pour déclencher votre inscription en tout cas. En fait, c'est vraiment, il y a des tas de choses à mettre en place et à construire son projet très bien et surtout à vous sentir toujours légitime.
si vous bâtissez votre projet, si vous portez cette activité, vous êtes légitime au même titre que quelqu'un qui sera sous d'autres statuts juridiques. On commence pas tous en montant une start-up à la Bill Gates, hein. Enfin, je veux dire, on ne devient pas tous, voilà. Il faut bien commencer un jour et il y a des petits qui deviennent très gros, il y a des petits qui restent plus petits, et voilà. Mais en tout cas, et je compte sur vous, on compte sur la communauté et on essaye de justement, et vous remarquerez dans les sujets des webinaires qu'on a fait lors de ce salon et que l'on continuera à faire, c'est vraiment d'aller sur un petit peu tous les sujets et puis renforcer le moral de tout le monde, on en a tous besoin. Et puis être fier de ces projets et de ce que l'on a réussi à faire. Voilà, ça c'est important. Alors du coup, est-ce que j'ai d'autres questions? Alors j'espère que je vous ai répondu, hein, Fred. En tout cas, je suis à dispo pour en discuter et pour aussi recueillir des suggestions ou quand vous voyez qu'il y a vraiment des choses qui sont compliquées. Pia qui demande comment on pourra récupérer la présentation. Oui, vous pourrez la récupérer. Brigitte qui demande les autres conférences en ligne précédemment. Oui, vous aurez en fait le 16 décembre, en réalité, vous recevrez tous un message avec le replay de la conférence à laquelle vous avez assisté et puis un lien pour aller après voir si ça vous intéresse d'assister à d'autres. Comment être compétitif face aux concurrents qui n'ont pas à inclure la TVA et charges non déductibles? Ça, c'est la question de Rama. Alors, comment être compétitif? Alors déjà, Agnès t'a donné quelques éléments tout à l'heure. Tout dépend de qui on a en face. Si on travaille avec des entreprises ou des associations ou des collectivités et ou des particuliers. En fait, la problématique de la TVA, de toute façon, vous réfléchissez toujours en hors taxe. Vous facturez en hors taxe. Vous ne facturez pas la TVA, vous êtes en hors taxe. Donc, vis-à-vis d'une entreprise, ça ne change rien. Quand elle reçoit votre facture, et si elle reçoit la facture d'un compétiteur qui, lui, est éligible à la TVA, si vous vendez chacun le produit 100 €, vous, le comptable de cette entreprise qui est votre client, il va enregistrer 100 € hors taxe, il achète votre prestation 100 € hors taxe et dans la ligne TVA, il mettra 0. Pour le compétiteur, dans la ligne TVA, il récupérera effectivement la TVA, il recevra une facture à 120 et il récupérera les 20. En fait, il faut vraiment avoir cette mécanique, non pas de consommateur, mais d'entrepreneur, de parler toujours en hors taxe. Donc, ça ne change rien en termes de compétition vis-à-vis des entreprises. Là où c'est compliqué, et Agnès vous l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, mais vas-y, réexplique par rapport aux particuliers. Je pense que c'était bien ce que tu as dit. C'est-à-dire que, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, pour les entreprises, c'est neutre. Pour les particuliers, c'est un peu, c'est nous, les particuliers. Hein, c'est vous, c'est moi, c'est Monique. C'est-à-dire que quand on achète en TTC et malheureusement, on n'a pas une petite déclaration tous les mois à faire pour dire, tiens, la TVA, je la déduis de quelque chose, je peux la déduire de rien. Donc, c'est là où c'est compliqué quand vous avez une première partie de la vie de votre auto-entreprise où vous êtes en franchise de TVA, c'est-à-dire que vous ne la facturez pas. Et vous allez effectivement facturer 100 € par exemple à quelqu'un. Et parce que votre auto-entreprise fonctionne bien finalement et que vous augmentez votre chiffre d'affaires et vous allez passer au-delà des seuils dont on a parlé tout à l'heure, un peu plus de 94 000 ou un peu plus de 36 000 € selon votre activité. Et là, vous passez dans une logique de TVA, c'est-à-dire que vous allez être obligé de la facturer. Et donc, de l'ajouter à votre facture hors taxe, c'est-à-dire que vous aurez toujours vos 100 € hors taxe, vous aurez une TVA qui sera majoritairement à 20% et le TTC sera à 120%. Et votre client particulier, il faudra que vous lui vendiez 120 € parce que ça sera le montant que vous serez obligé de payer parce que ces 20%, vous allez les reverser à l'administration fiscale. Ce n'est pas quelque chose que vous gagnez, vous. C'est quelque chose que vous collectez, ce que je disais tout à l'heure, pour le reverser à l'administration fiscale. Et ça, malheureusement, il n'y a pas de règle pour pouvoir s'en passer. C'est comme ça. C'est où on est en franchise et on ne la facture pas, où on n'y est pas et on est obligé de la facturer. Et pour des clients particuliers, si ce sont des clients que vous avez régulièrement, c'est là où je disais, si vous pensez atteindre ces montants de chiffre d'affaires qui vont dépasser les seuils de TVA dès la première année, il faut l'intégrer dès le départ parce que parce qu'autrement, ils ne vont pas comprendre intellectuellement, oui, mais financièrement, pas forcément. Ils ne vont pas comprendre pourquoi, en moins de 15 jours, peut-être, s'ils vous voient tous les 15 jours, pourquoi ils passent de 100 à 120.
Alors, elle précise aussi que, alors moi, je paye l'avance et dois l'inclure dans mon prix. Alors, je pense que c'est par rapport aux frais aussi, en fait. Par rapport aux frais non déductibles, en fait, en termes de compétitivité, Oui. le fait de ne pas pouvoir déduire les frais. Ah oui, mais alors, vous avez d'autres choses. Alors, voilà. Il faut être clair. C'est-à-dire que vous, déjà, pour vos cotisations sociales, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que sur votre… Alors, je ne parle pas des moments là, créés, tout ça. Je parle en régime de croisière quand vous payez tout plein pot. D'ailleurs, quand vous faites vos prix aussi, on est bien d'accord. La première année, vous ne faites pas des prix de vente en ayant inclus le fait que vous payez que 11% au lieu de 22%. Vous faites comme si vous payez 22 direct. Ça sera toujours de la trésorerie pour l'entreprise. On n'augmente pas les prix au fur et à mesure qu'on n'a plus d'avantages. On met tout dès le départ. Hein. Comment ? Surtout pas. Comment ? Je dis surtout pas. Ah oui, surtout pas. Et surtout pas. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que vous, sur votre chiffre d'affaires, vous allez payer au maximum, si vous êtes en prestation de service, 22% de cotisation, plus la contribution à la formation professionnelle, et si vous êtes dans la vente, à 12,8% sur le chiffre d'affaires. Votre concurrent qui est dans une autre forme, au régime réel, lui, en cotisation sociale, il va payer 50 minimum, parce que là aussi, il faudra qu'il prenne des choses en plus, il va payer minimum 50% sur son revenu professionnel. Donc, et il aura des charges de fonctionnement d'entreprise qui seront différentes. S'il est en société, il y aura des frais d'assemblée générale, des frais de publication de bilan, des frais du juridique. Il y aura le fait qu'il aura dû mettre, qu'il aura peut-être un local, le fait que, etc. C'est pour ça que l'auto-entreprise n'est pas la panacée pour tout le monde. Parce que ça va si vous n'avez pas un loyer qui fait 500 ou 1000 euros, ou voire plus par mois. Ça, d'entrée de jeu, si vous avez ça, ça veut dire qu'il faut réfléchir à autre chose. Selon votre activité, c'est pas c'est génial, je pars auto-entrepreneur et je réfléchis pas. Non, c'est je réfléchis, est-ce que ce statut est en adéquation avec ce que je vais faire, et est-ce que justement, en fonction de moi, des frais que je vais avoir, est-ce que je pourrais être compétitif par rapport à d'autres personnes ? C'est ça. En fait, c'est sûr que s'il y a beaucoup de frais, alors elle parle du coup de charges de non déductibles et tout ça, s'il y a beaucoup de frais, si vous avez, par exemple, je prends l'exemple, moi j'aime prendre l'exemple d'un food truck, quelqu'un qui va créer un food truck, c'est un gros investissement de départ, ça coûte très cher, ou si vous avez beaucoup trop de stock par rapport au seuil de chiffre d'affaires de l'auto-entreprise, ce n'est pas le régime de l'auto-entrepreneur dans ce cas-là. De même, si vous êtes consultant, par exemple, si vous vous êtes consultant à l'international, et bon, alors aujourd'hui, évidemment, c'est un peu compliqué, mais enfin, dans un monde qui est normal, si vous avez des avions à prendre, que vous traversez l'Atlantique 2 fois par mois et que vous avez beaucoup de frais, ça n'est pas le régime de l'auto-entrepreneur, parce qu'effectivement, ce que vous défalquez en termes d'abattement, enfin, qui correspond à une hypothétique frais professionnels forfaitaire qui a été calculé par l'administration, à ce moment-là, ça ne correspond pas à vos besoins. Voilà, il y a quelques cas de figure. Ça va correspondre dans la majorité des cas à beaucoup d'activités, mais pas forcément à toutes. Et c'est pour ça que, merci Agnès de repréciser, parce que on réfléchit d'abord, on se pose, on regarde et on planifie. Et surtout, on se projette. On essaye d'imaginer, de projeter ses ventes, de savoir comment on va fonctionner, même écrire, même pour votre assureur, pour votre responsabilité civile. Il faut lui expliquer comment vont se dérouler vos journées, comment vous imaginez, vous allez faire quoi. Est-ce que vous allez prendre votre voiture pour fonctionner? Si vous prenez votre voiture pour votre activité professionnelle, vous allez la signaler à l'assureur. Vous allez dire, je vais prendre ma voiture pour fonctionner. Dans ce cas-là, mettez-la sur le contrat d'assurance. Il y a tout un tas de choses. Et moi, j'aime bien dire, faites un détail de comment pourrait se dérouler votre journée. Si vous êtes prof de yoga, est-ce que c'est chez vous que vous faites les cours? Est-ce que vous allez louer un petit local? Si oui, il y a combien? Et c'est faire un peu tous les scénarios de ce que vous allez faire en réalité. Voilà. Donc ça, c'est important de réfléchir, de se poser un peu. Ça ne prend pas des années non plus, mais de faire sa planification. Moi, j'aime bien le mot planification. Ça fait partie de la préparation. Le business plan, ça a tendance à… D'abord, ça fait peur. Et puis, ça ressemble à une grosse feuille Excel avec plein de chiffres, et on peut leur faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Moi, j'aime mieux la planification, parce que ça veut dire que vous allez planifier à la fois les chiffres. Vous allez faire des hypothèses, hein, on ne sait pas ce que sera la réalité.
Et à la fois, vous allez faire des croquis. Alors moi, je suis plutôt adepte des croquis et des dessins ou des mind mapping, mais en tout cas, c'est essayer de faire des dessins, des croquis de ce que ça va faire et de ce que telle action va impacter, tant en termes de coût ou en termes de temps aussi. Quel est le temps que vous allez consacrer à quelle tâche? Voilà, ça, c'est important. Et au-delà du montant des cotisations, il y a aussi les impôts. Tout à l'heure, je vous disais, pour les impôts, soit vous payez sur le chiffre d'affaires global, selon le cas 1, 7 ou 2 si vous avez un chiffre d'affaires élevé et une imposition personnelle qui est importante, ce qui n'est pas beaucoup quand on voit les différences entre les deux. Soit si vous le réintégrez dans votre revenu classique, je vous rappelle que vous faites un abattement de 71,50 ou 34%, ce qui n'existe pas dans les autres régimes non plus. Donc là aussi, vous gagnez quelque chose. Et tout ça, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire que là aussi, il faut prévoir que vous allez payer de l'impôt que sur une partie. Ce qui fait, quand on a une entreprise, on paie tout. Si une société, on peut avoir l'impôt sur les sociétés en plus, on a des taxes en plus, voilà. Donc, on peut être très, très facilement compétitif. Alors, une question aussi de Fred qui revient sur un sujet qui est intéressant parce que c'est la complexité de lorsqu'on a une activité principale et une autre secondaire. Oui. Alors, si on prend son cas, qui est un bon exemple, il a un projet d'ouverture d'un lieu de création artisanale, production, vente, plus des cours, prestation de cours. Donc, alors, ce n'est pas 2 statuts, c'est 2 familles d'activités, c'est-à-dire artisan et dans tous les cas, non réglementé. Dans tous les cas, l'auto-entrepreneur, vous pouvez en avoir qu'une. C'est une entreprise individuelle à votre nom, donc c'est une et pas 2, c'est une seule. Par contre, dans cette même auto-entreprise, vous pouvez avoir plusieurs activités. Effectivement, si vous faites de la fabrication et de la vente, par exemple, en activité principale, et qu'en activité secondaire, vous faites des cours, il n'y a aucun problème pour mélanger les deux. La seule chose, c'est que votre centre de formalité des entreprises pour la partie fabrication-vente va être effectivement la chambre de métier qui sera en vente quand même, puisque vous faites fabrication et vente des produits. Et vous aurez une activité libérale non réglementée qu'il faudra déclarer auprès de l'URSSAF. Et quand vous allez déclarer vos chiffres d'affaires, eh bien, vous aurez une partie, quand vous allez faire vos déclarations, vous avez 3 lignes, la partie vente, la partie prestation de services en bénéfices industriels ou commerciaux ou en BNC. Par exemple, si vous faites, je ne sais pas moi, 20 000 € de vente un mois, vous la déclarerez sur la première ligne et quand vous aurez plus d'exonération, vous paierez 12,8% sur cette partie-là. Et puis, si vous faites 10 000 € de cours, eh ben, vous la déclarerez sur la partie des BNC où vous aurez 22% de cotisations qui seront calculées sur ces 10 000 €. Mais ça se ventile très bien. Vous pouvez même avoir une troisième qui est en BIC, il n'y a pas de souci. Après, faites attention. Alors, ne vous laissez pas non plus griser par trop d'idées. Quelquefois, on a des personnes, et enfin, je veux dire, que ce soit Monique ou nous, qui arrivent et c'est une liste à la Prévert d'activités de création. On ne peut pas tout démarrer en même temps, même si vous êtes doué dans tout. Je ne reviens pas là-dessus, et ce n'est pas un jugement. Et je pense que certaines personnes sont capables de faire beaucoup, beaucoup de choses à la fois et que c'est intéressant, la diversification. Mais quand on commence, essayez de ne pas en mettre trop. Vous n'allez pas pouvoir tout développer en même temps. Déjà, 1, 2, 3, pour moi, je pense que déjà pour commencer, après, ça ne vous empêche pas de développer plus tard, quand ça marchera super bien. Et puis peut-être que du coup, le chiffre d'affaires, il ne sera pas assez important pour que vous puissiez rester là-dedans. Mais faites attention à pas mettre 15 activités, quoi. Non, et puis on connaît tous l'expression de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois parce que ça ne marche pas. Mais en tout cas, 1 à 2, voire 3 maximum, moi je dis, parce qu'il ne faut pas non plus brouiller le message à votre clientèle en réalité. Je prends l'exemple par contre de la diversification qui peut sauver dans le cas par exemple du Covid et de la crise sanitaire qu'on traverse. Moi j'ai un exemple d'un adhérent qui est moniteur de ski à titre principal, en activité principale, en auto-entrepreneur, et qui a comme deuxième activité, puisqu'il parle 3 langues, il a une activité de traducteur, mais qui était un peu marginale, il la faisait plutôt l'été.
puisque voilà, l'été, il était disponible. Donc, ça lui permettait d'avoir un revenu confortable durant toute l'année avec ces 2 activités. Et là, souci de crise sanitaire, impossibilité de donner des cours. Donc, il en a profité, il a anticipé, se doutant que ça allait être compliqué cet hiver. Donc, il a décidé, c'était déjà compliqué à la fin de l'hiver dernier, donc il a anticipé et il a développé son activité de traduction pendant ce temps. Il reprendra son activité de moniteur quand ça repartira. Mais en attendant, il a développé l'autre et il arrive à en vivre et à avoir du coup récupéré à peu près presque son niveau de chiffre d'affaires. Donc du coup, c'est stratégique en fait d'en avoir une deuxième. Je pense qu'avec ce qu'on a vécu, ça peut être juste intelligent. Mais c'est toujours pareil, dans votre petit document de planification, ça doit avoir sa place. C'est-à-dire que combien de temps je vais consacrer pour développer cette activité. Alors, si elles n'ont rien à voir l'une avec les autres, il faudra faire deux pages, enfin 2 canaux de diffusion, peut-être un sur un réseau social, l'autre sur un site. Voilà, pas tout mélanger parce que sinon, c'est un peu compliqué pour des clients de voir quelqu'un qui fait 3 trucs qui n'ont rien à voir. Ce n'est pas tout à fait encore dans les mœurs. Mais voilà, pensez surtout à la visibilité vis-à-vis de ceux qui constituent votre meilleure aide financière, c'est vos clients. Moi, je dis, il faut passer du temps aujourd'hui. Alors parfois, c'est vrai que ce n'est pas évident. On n'est pas tous, c'est ce qu'on se dit Agnès, on n'est pas forcément toujours dans l'état d'esprit dans cette période un peu compliquée où on est certes confiné, beaucoup chez soi. Mais c'est vrai que c'est pourtant le moment où, allez, on optimise et on optimise ce temps qui n'est pas très agréable toujours. Mais en tout cas, on essaye d'y mettre même si c'est 1 heure par jour, même si c'est 1 heure par semaine, j'en sais rien, ce que chacun peut faire, mais du mieux qu'on peut. Et c'est d'essayer d'y consacrer du temps pour préparer la suite, en fait, pour préparer quand ça va repartir ou pour refaire pivoter ou pour préparer justement, comme vous êtes, s'il y en a qui sont en préparation, c'est maintenant qu'on se prépare et comme ça, on fait sa petite boîte à outils et on est prêt pour pouvoir partir après quand ça va repartir. Alors, est-ce qu'il faut mettre, Stéphanie demande, est-ce qu'il faut forcément mettre en principal l'activité qui génère le plus de revenus? Faut-il inverser la principale et la secondaire et à partir de quel moment? C'est une très bonne question, Stéphanie. Non, alors maintenant, en fait, avant oui, c'était important parce que il y avait vraiment cette notion qui était reconnue d'activité principale, activité secondaire. La notion d'activité principale n'existe plus. Et surtout aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que excepté si vous avez encore une activité qui relève de la CIPAV et qu'en activité secondaire, vous avez une activité qui ne relève pas de la CIPAV, mais qui relève du régime général. Dans ce cas-là, moi, je vous conseille de mettre systématiquement celle qui relève du régime général en premier parce que vous pourrez ventiler tous les tarifs, tous les montants, tous les taux de cotisation. Ce qui n'est pas le cas avec la CIPAV qui ne reconnaît, entre guillemets, que le taux profession libérale, même si vous faites de la vente. Donc ça, ce n'est pas intéressant. Là, tu parles des activités libérales réglementées. Là, tu parles pour les activités libérales réglementées seulement. Et la CIPAV, celle de la CIPAV, les activités réglementées. Après, vous mettez… C'est difficile quelquefois, quand on démarre 2 activités en même temps, avec autant d'envie sur les 2, avec autant de compétences sur les 2, avec autant d'incertitudes sur les 2 au départ, on ne sait pas forcément celle qui va générer le plus de chiffre d'affaires que l'autre, parce qu'on peut penser que c'est celle-là, puis finalement, ça sera l'autre. Donc, vous en mettez une, celle qui vous semble pour vous, celle que vous avez envie de mettre en avant le plus, qui va être en fait à l'INSEE, qui sera celle qui sera rattachée à votre code NAF, à votre code APE, à votre secteur d'activité. Après… c'est l'avenir qui le dira, et puis c'est aussi ce que vous allez mettre comme outil de développement des 2 activités. Moi, je prends l'exemple d'une prof de danse qui est l'exemple que j'aime bien prendre parce que je la suis et que je vois son évolution. Cette prof de danse, elle a démarré en mettant les 2, c'est-à-dire qu'elle était prof de danse et elle a mis aussi une petite boutique en ligne pour… Enfin, au départ, ce n'était même pas une boutique en ligne, mais c'était pour qu'elle puisse vendre des tutus, des chapeaux, des rubans, enfin tous les accessoires nécessaires à la danse. Et en fait, elle a tellement fait un travail, parce qu'elle s'est penchée sur le sujet, parce qu'elle n'y connaissait rien au web, au référencement et tout ça. Elle a fait un super gros travail en créant sa boutique en ligne. Aujourd'hui, son activité principale, c'est la vente d'accessoires
alors au départ de danse, et puis elle est allée jusqu'aux accessoires de gym, et puis elle est allée jusqu'aux accessoires de foot, et puis en fait, elle a développé son truc. Et aujourd'hui, alors il y a aussi celle qui génère le plus de chiffre d'affaires, mais ce qu'il faut surtout regarder aussi, c'est celle qui génère le plus de marge, celle qui va être le plus rentable. Et ça, c'est pour enchaîner sur l'activité. C'est ça qui est le plus intéressant. Sur la question de Stéphanie, qui est super intéressante et qui est tellement une question qui revient chez tout le monde, mais chez une grande majorité. Il y a une activité qui me plaît beaucoup et sur laquelle je passe beaucoup de temps, mais peu rémunératrice, et une seconde activité que j'aime moins, mais beaucoup plus rémunératrice. Et oui, en fait, on peut pas parfois. Et oui. Et ouais. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est comment je peux faire évoluer mon offre sur l'activité qui me plaît beaucoup pour faire qu'elle devienne rémunératrice, qu'elle devienne rentable, plus que voilà, peut-être qu'il faut organiser l'offre, peut-être qu'il faut voilà, réfléchir à comment la présenter, comment la pousser, et du coup, ça peut être un beau défi à relever, Stéphanie. Ouais. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Brigitte dit, bon, voilà, elle doit quitter le webinaire, mais elle dit qu'effectivement, on peut prendre un rendez-vous privé en ligne d'ici la fin du salon. Effectivement, vous avez sur la page UAE, vous avez dans votre, toujours pareil, hein, vous avez toutes les infos dans votre petit mail de confirmation d'inscription, que d'ailleurs j'ai renvoyé juste avant le webinaire. Et là, vous avez à la fois l'adresse mail de l'UAE et à la fois, vous avez un lien vers une page où vous avez tous les webinaires. Il y en a encore à venir, il y en a encore 2 à venir la semaine prochaine. Et vous avez un petit lien où vous pouvez prendre rendez-vous, une consultation, alors même mécanisme avec Zoom, sauf que c'est une consultation individuelle de 25 minutes. Voilà, profitez-en. Il n'y en aura pas toujours, ça reviendra de temps en temps, à chaque fois qu'il y a un événement, mais voilà, donc je suis à votre disposition si vous voulez éclaircir certains points, ce sera avec plaisir. Et puis, s'il y a des questions aussi directement pour Agnès, n'hésitez pas, faites-les passer par le biais de l'UAE et je lui ferai passer aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut encore vous aider? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole, renvoyer un petit message? Nous sommes encore là pour tout. Bon, c'est qu'on a répondu. On a été très très forte, Agnès. On a répondu à tout le monde. Ben, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ça a pu vous apporter quand même des éléments au moins de réflexion, quelque chose d'un petit peu plus clair, que ce soit moins opaque pour vous. N'hésitez pas à aller voir nos sites, à aller voir le site de l'UAE qui vous donne beaucoup d'informations aussi, qui sont vraiment des partenaires et des personnes qui peuvent vous accompagner sur tous les sujets. Nous, c'est un peu plus restrictif, je dirais. N'hésitez pas à faire ça, réfléchissez bien avant de commencer, mais c'est une belle expérience, la création d'entreprise. Donc, dans tous les cas, j'espère que ça réussira pour tous ceux qui ont envie de faire ça et qui ont envie de développer une activité. Et puis quand on pourra recommencer peut-être bientôt des salons en présentiel, peut-être qu'on vous rencontrera sur les différents salons en France, puisque avec Monique, on est souvent sur les salons de création ou post-création récente. En tout cas, on vous accueillera avec plaisir. On n'a pas lâché le fil, on s'est adapté. Et ce qu'il faut retenir aussi pour vos projets de création d'entreprise, c'est de toujours être en mode d'adaptation, en fait, de s'adapter, d'être capable de passer. Il faudra rester en hybride. Je pense que c'est une leçon que tout le monde a retenue, quelle que soit son activité. On peut la garder toujours à la fois avec un pied dans le numérique et un pied dans la vraie vie, en physique. Voilà. Et puis surtout, ne vous inquiétez pas. On a souvent la question, est-ce que c'est le bon moment pour créer, sachant qu'il y a cette crise sanitaire, etc. Oui, allez-y. De toute façon, les cartes vont être rebattues, les choses vont repartir. Et des crises, il y en a eu des moins pires, évidemment, que celle-là, parce qu'elle est très, très générale, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a eu avant. Moi, j'en ai déjà traversé plusieurs, des internationales d'ailleurs, hein, dans des filières de travail où la filière était perdue. Ça y est, on allait tous terminer, il fallait changer de voie et tout ça. Et finalement, bon, quand ça repart très, très fort. C'est pour ça que je réinsiste en disant que ce moment que l'on vit en ce moment, il faut l'optimiser et l'utiliser à bon escient pour se préparer, parce que quand ça va repartir, là, c'est ce qu'on appelle avoir le nez dans le guidon, puis là, on n'aura plus le temps de
ça sera compliqué de s'équiper. Donc, équipez-vous, outillez-vous. Et puis, bon vent à tous et donnez-nous de vos nouvelles surtout. Dites-nous où vous en êtes. Voilà. À très bientôt et bonne fête à tous. À très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir Agnès. Au revoir.